Bienvenue dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, c'est votre talk show sur tous les sujets qui vous concernent. Présenté par Mylène et Luc en compagnie de leurs invités, c'est Faut qu'on en parle et ça commence maintenant. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission de Faut qu'on en parle. Ce soir, nous aborderons un sujet qui touche chacun d'entre nous, un sujet qui inquiète et qui fait débat. C'est l'inflation. Dans un contexte économique incertain, marqué par la flambée des prix à la consommation, nous avons choisi de faire un focus sur l'inflation. Qu'est-ce qui la provoque ? Comment nous impacte-t-elle ? Et surtout, comment y faire face ? Avec nos invités en plateau, nous allons tenter de vous éclairer sur celle-ci, comprendre ses causes et ses conséquences et surtout chercher des solutions pour s'en sortir. N'oubliez pas, cette émission c'est aussi la vôtre. Vous pouvez réagir et poser vos questions en utilisant le hashtag FQEP sur les réseaux sociaux ou encore en nous appelant sur notre répondeur non surtaxé, le 07 839 839 75. Et pour enrichir ce débat, je suis comme toujours en compagnie de la talentueuse journaliste Mylène. Bonsoir Mylène. Bonsoir à tous. Faut qu'on en parle, le sommaire. Depuis une année, une inflation digne des années 70 est établie dans divers domaines. Le secteur de l'énergie est le plus touché, affichant une hausse de 35%. Les tarifs de l'électricité ont connu une augmentation de 15% en février, suivi de 10% en août. Les coûts des produits alimentaires ont grimpé, eux, de plus de 13% depuis l'année dernière, rendant la vie difficile pour un grand nombre de Français. En parallèle, les salaires n'ont augmenté que de 4,7% en moyenne sur un an, avec des écarts importants selon les professions. Comment maintenir notre niveau de vie ? Comment les entreprises vivent-elles l'inflation ? La hausse des prix a entraîné une baisse de la consommation. Les Français doivent faire des choix drastiques. Moins de chauffage, moins de nourriture, moins d'achats vestimentaires et de loisirs. Quel impact mental a cette crise sur les ménages ? Nos spécialistes en plateau répondront à vos questions. Inflation, à quand le bout du tunnel ? C'est tout de suite sur Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, les invités. Et on commence cette émission avec Bruno Decreuse, qui est doyen de la faculté d'économie et de gestion d'Aix-Marseille. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons Jean-Luc Moya, qui est directeur départemental du Var de la Banque de France. Bonsoir. Benjamin Guillon, avocat contentieux et fiscaliste à Marseille. Bonsoir. Nous avons Régis Chenavaz, qui est professeur associé à Kedge Business School. Bonsoir Luc. Et enfin, Elodie, la psy 3.0, psychologue. Bonsoir. Faut qu'on en parle, première partie. Le sujet de l'inflation vous inquiète énormément et lorsque vous avez vu le sommaire de cette émission, vous nous avez posé beaucoup de questions à ce sujet. Mais pour commencer, on vous donne quelques chiffres. Faut qu'on en parle, les chiffres. Luc, as-tu quelques chiffres sur l'inflation en France ? Oui, l'inflation en France en 2023 est en hausse par rapport aux années précédentes. Nous étions autour de 0,5 à 2% maximum par an d'inflation habituellement. Et en 2022, c'est carrément plus 5,2%. Et en 2023, nous serons probablement aussi dans ces tranches-là d'après les projections. Ça, nous l'avons tous constaté, les prix ont fortement augmenté ces derniers mois. Et oui, et ce qui est le plus marquant, c'est l'énergie, non Luc ? Oui, totalement. L'électricité, évidemment, flambe encore. En France, nous avons le bouclier tarifaire qui a limité, heureusement, l'impact chez nous. En Europe, d'autres pays ont subi des augmentations que l'on peut qualifier quasiment de délirantes, comme en Roumanie avec 112% d'augmentation d'électricité, 70% au Danemark, pour citer que ces pays-là. Chez nous, c'était 4% en 2022, voilà, donc 15% en février 2023, 10% en août 2023, ça fait quand même beaucoup. Une hausse qui est quand même insupportable pour les ménages. Et comme nous le disions, c'est un sujet qui vous préoccupe fortement. Voici quelques-unes de vos réactions. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. Et nous avons Céline du côté de Toulon qui nous a laissé un message sur le répondeur. L'inflation est devenue insupportable. Entre le loyer, les courses et les factures, je ne sais plus où donner de la tête. Où se dirige-t-on ? Mathéo de Fontainebleau, les prix du gaz et de l'électricité sont devenus complètement fous. Je dois choisir entre me chauffer ou manger, c'est devenu inhumain. Et pour commencer cette émission, quoi de mieux que expliquer ce que c'est que l'inflation de manière générale ? On va peut-être demander à Régis ? Alors l'inflation, c'est l'augmentation des prix. L'augmentation générale des prix, typiquement, ça peut être mesuré par l'indice des prix à la consommation. On regarde un panier de biens représentatif de consommateurs et on regarde chaque mois, on fait une moyenne pondérée sur différents types de biens de consommation utilisés par les ménages et on regarde cette évolution. Très bien. Jean-Luc, peut-être des précisions sur ce qu'est l'inflation ?
Oui, comme ça vient d'être dit, l'inflation, c'est l'augmentation générale des prix, parce qu'il y a des prix qui augmentent naturellement sans qu'il y ait une augmentation générale. Donc d'abord, l'augmentation, c'est une augmentation générale des prix. Effectivement, elle se mesure comme la variation d'un panier de prix de biens de services achetés par les ménages, c'est important de le préciser. Et il y a différentes manières de calculer cette inflation. Il y a un indice des prix à la consommation qui est calculé par l'INSEE, qui est un indice national, et il y a un indice européen, qui est l'indice des prix harmonisé. Pourquoi harmonisé ? Parce qu'il a pour vertu de pouvoir comparer l'ensemble des pays qui ont adopté l'euro. C'est un indice qui est calculé par Eurostat, à partir des données qui sont remontées par chaque institut de statistique de chacun des 20 pays qui ont adopté l'euro. Et donc... en ce qui concerne la Banque Centrale Européenne, l'indice que l'on suit, c'est l'indice des prix à la consommation harmonisé. Bruno, quelque chose à rajouter ? Oui, alors juste un point important à comprendre, c'est que cet indice, il est calculé sur la base d'un individu qui serait en fait un individu moyen, standard, et ça n'est pas du tout représentatif de l'hétérogénéité des gens. Donc en fait, dans cet indice, par exemple, il y a une partie loyer, ça représente 6% de l'indice. Alors évidemment, 6% c'est une moyenne qui est un peu absurde parce qu'il y a ceux qui sont locataires, et là, boum, c'est l'explosion. Et puis il y a ceux qui sont propriétaires et qui du tout ne souffrent pas vraiment de l'augmentation du prix des loyers. Donc cet indice, il est très intéressant pour comprendre ce qui se passe en moyenne. Néanmoins, il masque une hétérogénéité très importante entre les individus. Alors nous recevons Jean-Luc Moya, qui est donc directeur de la Banque de France du Var, pour cette émission. En quelques mots, Jean-Luc, est-ce que vous pouvez nous présenter les missions de la Banque de France ? Oui, très rapidement, dans la Banque de France sont 3 missions principales. Il y a un acronyme simple pour les retenir, c'est les 3 S. Le premier, c'est la stratégie monétaire. Le deuxième, c'est la stabilité financière. Le troisième, c'est les services à l'économie. Celui qui va nous intéresser ce soir, c'est évidemment la stratégie monétaire. Je dirais que la stratégie monétaire, sa mission principale, c'est d'assurer la stabilité des prix. Alors comment assure-t-on cette stabilité des prix ? Eh bien, il y a une définition de la politique monétaire qui se fait au sein de l'eurosystème par les 20 banques centrales qui ont adopté l'euro plus la BCE. Et ces décisions de politique monétaire, elles vont être appliquées dans chacun des pays de la zone. C'est également, on en parlera sans doute aujourd'hui, c'est faire des statistiques et des prévisions économiques qui sont destinées à éclairer l'avenir, et on y reviendra, j'imagine, puisque nous avons actualisé il y a quelques jours nos prévisions à un horizon qui va jusqu'à 2025. La stabilité financière, c'est assurer la solidité du système bancaire français. C'est également assurer la protection des consommateurs. Alors ça se fait par de la surveillance macro-prudentielle auprès des banques et des assurances. C'est également prévenir les risques. Par exemple, la CPR, qui est l'organisme de contrôle des banques, était la première banque centrale à faire un test sur les risques climatiques. Et enfin, alors je vais très vite sur les services à l'économie qui sont déployés plutôt dans le réseau des succursales de la Banque de France. On a, pour retenir un verbe, on accompagne les entreprises, en particulier les entreprises qui sont face à des difficultés, mais également les ménages et les particuliers qui notamment peuvent être soumis, notamment dans cette période, à des difficultés en matière de surendettement, etc. Donc voilà, 3 grandes missions: stratégie monétaire, stabilité financière, services à l'économie. Et donc aujourd'hui, quelle est la position de la Banque de France sur la montée de l'inflation ? Alors, tout d'abord, je rappelle que le mandat principal de la Banque Centrale Européenne, ce qui est d'ailleurs le cas des principales banques centrales, que ce soit la Fed, la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon, etc., c'est de veiller, d'assurer la stabilité des prix. Alors c'est un objectif de moyen terme. Et cet objectif de stabilité des prix, en pratique, ça signifie tendre en moyenne vers un objectif de 2%. Alors on pourra revenir maintenant ou après d'ailleurs sur pourquoi 2% d'inflation. Mais en fait, donc voilà, l'objectif principal d'une banque centrale, en l'occurrence la Banque Centrale Européenne, puisque la Banque de France fait partie du système, de l'eurosystème, c'est d'assurer la stabilité des prix, d'où évidemment un lien direct avec le thème de l'émission. Alors une question qui s'adresse un petit peu à tous nos économistes en plateau, pourquoi pas. Quelles mesures d'urgence on pourrait prendre pour contrôler cette inflation ? Bruno, peut-être ? Diable. On en a pris pas mal des mesures pour contrôler l'inflation. Vous avez cité tout à l'heure le bouclier tarifaire.
Rappelons ce que ça signifie Et concrètement. oui, nous, on en a bénéficié, effectivement. On en bénéficie beaucoup, mais le bouclier tarifaire, c'est un ensemble de mesures qui ont permis de limiter l'augmentation, notamment des prix de l'énergie. Et ces limites, qu'est-ce que c'est concrètement ? Eh bien, quand on va à la pompe, on paye 15 centimes de moins. Voilà, ça c'est l'État qui paye. Merci. Quand on a notre facture de gaz, c'est un prix réglementé. Ce prix réglementé, au lieu d'augmenter énormément comme dans le reste de l'Europe, eh bien, chez nous, il est resté fixé. Et là aussi, l'écart entre le prix réglementé et puis le prix qui aurait dû prévaloir, eh bien, c'est la puissance publique qui paye. Enfin, pour l'électricité, c'est la même histoire. Les tarifs ont été gelés. Et là aussi, c'est l'État qui paye. Alors, est-ce que c'est l'État qui a pu compenser ? Parce qu'au final, la France, on est un pays riche. Il y a des pays qui ne sont pas aussi riches que nous et qui n'ont pas eu cette chance. Non, bien sûr, c'est pas le sujet. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le simple problème, c'est qu'il y a utilisation du déficit public pour limiter les effets de l'inflation. Donc effectivement, il y a eu ce bouclier tarifaire sur l'énergie et pourtant beaucoup de Français nous ont laissé des messages sur le répondeur de l'émission ou avec le hashtag FQEP. Ces augmentations, on parle de 4% l'année dernière, là 15, 10 et puis l'année prochaine, on annonce peut-être du 10-20% sur l'énergie. On en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Les gens le ressentent. Enfin, c'est des très grosses augmentations pour le pouvoir d'achat des Français. C'est d'énormes augmentations, mais qui ont des origines qui sont malheureusement pas sous le contrôle ni des Français, ni des régulateurs, ni de la puissance publique, et même pas au niveau européen. C'est-à-dire que l'augmentation des prix de l'énergie, c'est un énorme effet d'augmentation de la demande mondiale qui émane de l'ensemble des pays du monde. C'est la fameuse guerre en Ukraine que tout le monde connaît, contre laquelle il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. On a une question d'une auditrice qui nous demande, tout à l'heure vous parliez de mesurer les loyers, etc. Mais est-ce que pareil pour les produits du quotidien, comment ça se mesure ? Parce qu'on a toujours un ressenti différent entre tout ce qu'on nous annonce et les prix bas par rapport à ce que les consommateurs constatent dans les magasins. Régis, peut-être ? Oui, il y a un effet psychologique important qui est à prendre en compte, c'est celui de l'aversion aux pertes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on subit une perte, quand on voit le prix d'un bien qu'on a l'habitude d'acheter et on voit qu'il augmente, on le ressent beaucoup plus fort que lorsqu'on gagne. Et pour, par exemple, une baisse équivalente pour un autre bien, on ne va pas la sentir de la même manière. Alors, en ce moment, il y a des prix qui augmentent. Il y a aussi, par exemple, les prix du tabac qui augmentent. Donc, on peut discuter là si c'est une bonne ou une mauvaise chose. En revanche, il y a les prix des produits manufacturés ou des services qui augmentent pas beaucoup. Il y a le prix des appareils électroniques qui baissent à qualité égale. Et ça, c'est quelque chose dont on se rend pas compte. Pourquoi ? En raison de l'aversion aux pertes. Si je peux rebondir, oui, Jean-Luc. Je peux rebondir sur la question et pour compléter ce que vient de dire mon voisin. Alors je vais rentrer un peu plus dans le détail sur le calcul de l'inflation. Quand on parle d'inflation, il y a plusieurs composantes de l'inflation. Il y a une inflation qui concerne les prix de l'alimentation et de l'énergie, peu ou prou. Et là, je parle en moyenne, et ça rejoint la remarque qui a été faite tout à l'heure, où évidemment, les cas, ça ne recouvre pas tous les cas individuels, mais en moyenne, sur un panier de consommation moyen, c'est 1/3 de la consommation. Si je vous donne un exemple précis, l'essence à la pompe, c'est 5% du panier moyen. Les 2 autres tiers sont des produits manufacturés et des services. Alors, pour rejoindre la question de l'auditeur, effectivement, le ressenti qu'on peut avoir en matière d'inflation, il est imprimé par des achats du quotidien, puisque lorsqu'on va faire son plein à la pompe régulièrement, lorsqu'on va faire ses courses au supermarché ou au marché, peu importe, de manière régulière, évidemment, ce ressenti de l'inflation, il est différent dans la mesure où ce sont des achats, comme je veux dire, réguliers du quotidien. Nous, ce qui nous intéresse, nous, banques centrales et les banques centrales, c'est cette inflation dite sous-jacente, c'est-à-dire hors énergie et hors alimentation, qui a la particularité d'être moins spectaculaire, mais qui a la deuxième particularité, c'est de résister un peu plus dans le temps. Et donc, nous, banques centrales, parce qu'évidemment, la banque centrale, elle ne peut pas agir sur le prix de l'énergie, elle ne peut pas agir sur les prix alimentaires. En revanche, elle peut agir sur les prix des services et des produits manufacturés. Benjamin, tout à l'heure, tu avais une question à poser à nos experts. Oui, alors effectivement, moi, je sais qu'on en parlait avec des amis. On se posait la question s'il y avait une espèce de réaction en chaîne lorsque les produits, l'inflation augmentait.
est-ce que le fait que chacun des acteurs du marché augmente le produit, la baguette de pain qui passe de 1,20€ à 1,30€, l'entrecôte au restaurant qui passe de 18€ à 19,50€, etc. Est-ce que chaque acteur du marché, si lui-même il faisait un blocage des prix un peu comme le fait le gouvernement sur l'énergie, est-ce que ça endiguerait l'inflation ou est-ce qu'il y aurait des conséquences qui permettraient que chacun mette sa pierre à l'édifice? Alors, vous voulez tous répondre. Pardon, il y a plusieurs questions. Tout d'abord, le constat, c'est que, on revient un peu sur les origines de l'inflation. Donc, on l'a dit, il y a eu d'abord la crise Covid, et puis il y a eu la guerre en Ukraine, qui a provoqué, une hausse sur les prix des céréales, du blé, sur le prix des métaux, sur le prix de l'énergie, de l'électricité, du gaz, etc. Et donc, dans un premier temps, il s'agissait d'une inflation dite importée. Et cette inflation, par un mécanisme de transmission, c'est-à-dire que les hausses de l'énergie, par exemple, les entreprises l'ont répercuté sur leur prix de production, c'est transmis petit à petit, c'est étendu à l'ensemble des secteurs de l'économie et aux services. Pourquoi aux services ? Parce que les salaires, malgré tout, on parlera peut-être des salaires tout à l'heure, oui. Et c'est normal, ont augmenté. Et dans les services, le principal centre de coût, ce sont les salaires. Donc le prix des services a augmenté. Donc il y a eu, si je peux exprimer une métaphore médicale, la maladie qu'est l'inflation est devenue une maladie contagieuse qui s'est répandue à l'ensemble de l'économie. Sur la deuxième question concernant donc le blocage des prix. Je comprends bien, c'est la question. D'abord, effectivement, il y a eu un blocage des prix en novembre 2021 sur le gaz, par exemple. Mais si on imaginait qu'il y avait un blocage général des prix, d'abord les producteurs, parce qu'on est dans un marché ouvert, ils seraient peut-être tentés de vendre leurs produits sur des marchés où ils pourraient un peu plus marger que sur le marché national si les prix... Ça peut générer des pénuries, carrément. Et ça pourrait effectivement générer des pénuries. Et parce que ça ne peut pas être un blocage des prix éternel, sinon vous êtes dans un autre modèle économique. Mais si on reste dans le modèle économique qu'on connaît, eh bien, il y aura un réajustement lorsque les prix seraient débloqués. Régis, peut-être des choses à ajouter ? Oui, il y a un élément qui est important sur la contagion de l'inflation, c'est ce que disait mon voisin, c'est sur la répercussion de l'inflation sur les salaires. Donc il faut bien voir aussi que le salaire est un prix, c'est le prix du travail. Donc à partir du moment où il y a un lien entre le salaire et l'inflation, c'est-à-dire l'indexation du salaire sur l'inflation, et ben ça fait un mécanisme automatique d'auto-entretien de l'inflation. Donc une manière de bloquer les prix, c'est aussi une manière de bloquer les salaires. Et dans la fonction publique, ça se traduit par le gel de l'indice. Et donc là, ça pose des questions, parce que du coup, s'il y a de l'inflation mais que les salaires sont bloqués, ça veut dire qu'il y a une vraie perte de pouvoir d'achat pour les ménages. Effectivement, Bruno, peut-être des choses à ajouter sur ce point ? Mes deux camarades ont été complets sur le sujet, à savoir que fondamentalement, quand il y a un choc sur le prix de l'énergie, ça a un effet sur l'ensemble des prix, et ça, jusque-là, c'est complètement normal. Il faut que les prix finaux reflètent en quelque sorte les coûts de production. Mais là où ça devient difficile, c'est lorsque la mécanique s'emballe, puisque les uns vont revendiquer des salaires, les autres vont ajuster leurs prix. Mieux encore, ils vont imaginer un monde dans lequel les salaires de demain vont être encore plus élevés et déjà mettre dans leur prix l'augmentation de demain. C'est pour ça qu'on recommande de lutter contre l'inflation et c'est là que la Banque centrale est efficace. On en a parlé tout à l'heure rapidement de la guerre en Ukraine, mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui contribuent à l'inflation actuelle ? Quelles sont les différentes composantes de celle-ci et quelle est l'origine de l'inflation en fait qu'on subit aujourd'hui ? Bruno ? L'inflation qu'on subit aujourd'hui, elle a d'abord pour cause ses racines profondes. Ce qui s'est passé durant cet épisode fantastique que nous avons tous connu. Vous vous en souvenez, le confinement. Confinement, le gel de l'économie mondiale, avec plus personne qui bosse, enfin plus personne. Et on sait que certains ont dû travailler. Mais beaucoup moins de monde a bossé, on a beaucoup moins produit, mais en même temps... Donc l'économie s'est arrêtée. Mais c'était heureux parce qu'en même temps, les gens ne pouvaient pas demander, ne pouvaient pas consommer. Donc ça tombait bien. Ça dérangeait plus personne. Gel de tout ce qui se passe. Et puis dans la foulée, on a redémarré. Et en redémarrant, mais on n'a pas redémarré à la même vitesse. Très fort. Oui, voilà. Un redémarrage très fort. Et ce redémarrage très fort, il est venu du monde entier. Et dans le monde entier, on a demandé ce dont on a besoin quand on veut produire beaucoup, c'est-à-dire de l'énergie. Et ça s'est traduit par un envol des prix de l'énergie. Quand on dit envol des prix de l'énergie, c'est le baril de pétrole, c'est le gaz naturel.
Tout ça a augmenté très très fort et ça a été le démarrage de l'inflation. Dans la foulée, l'autre composante de l'inflation qui a été impactée, c'est notre fameux choc de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine et les différentes mesures qui ont été prises à l'encontre de la Russie, qui se sont traduites là aussi par une réduction de l'offre de matières premières. Et cette réduction de l'offre de matières premières, là aussi, est venue bien peser sur les prix. Ça, c'est les origines du début. Mais ces origines du début, elles ont été enchaînées, n'est-ce pas, Jean-Luc ? Oui, exactement. Pour résumer ce que vient de dire très, très brillamment mon frère d'en face, l'inflation, grosso modo, ça peut avoir deux origines. C'est un déséquilibre de l'offre et de la demande, et ça peut avoir également une autre origine, c'est l'évolution de la quantité de monnaie en circulation. Si vous avez une quantité de monnaie en circulation qui ne correspond pas à la demande, il y a un ajustement par les prix. Donc ce qu'il faut retenir dans les deux mécanismes qui viennent d'être illustrés à l'instant, c'est qu'il y a eu un choc qui a porté sur l'offre, puisque la guerre en Ukraine, le gaz, il était impossible. Enfin, le gaz russe, pour des raisons légitimes, l'Union européenne a décidé de se passer du gaz russe. Donc il y a un choc sur l'offre. D'ailleurs, aujourd'hui, puisqu'on parle, vous avez fait allusion au prix de l'énergie. Oui, on va en parler un petit peu après. Pardon, j'y reviendrai. Ok, dans deuxième partie, on va faire un petit focus sur l'alimentation, l'énergie. Régis avait quelque chose à rajouter, oui. Oui, peut-être. Il y a peut-être aussi un autre élément à l'inflation, c'est la faiblesse relative de l'euro par rapport aux autres devises, qui fait que nos importations coûtent plus cher. D'accord. Et du coup, les coûts pour les entreprises sont plus élevés, et ça, c'est aussi une explication qui serait de l'inflation importée. D'accord. On a une question de Sophia qui nous dit si la guerre en Ukraine se termine, est-ce qu'on reviendrait sur des chiffres d'avant ? Est-ce que c'est la solution en fait ? Est-ce qu'on va pas punir les Russes pendant très longtemps derrière ? Ce qui forcément se traduirait par toujours la même tension sur l'offre. La guerre en Ukraine va avoir des conséquences qui vont dépasser la guerre en Ukraine. Même quand elle sera finie ? Même quand elle sera finie, oui. Effectivement. C'est prophétique, hein, mais... Puis on espère tous le plus tôt possible pour eux. Oui. Jean-Luc, si je peux me permettre, à ISO-conditions. Évidemment, tout le monde souhaite que la guerre russe en Ukraine s'achève. C'est un truisme ou une tautologie que de dire ça. Mais à ISO-conditions, ce que nous prévoyons, pas moi personnellement, la Banque Centrale Européenne et la Banque de France, et ça pourrait être finalement la conclusion, mais on y reviendra de votre émission, c'est quand le bout du tunnel, c'est que la prévision de la Banque Centrale Européenne, c'est même pas une prévision, c'est un engagement, c'est quand même plus fort de s'engager que de faire une prévision, c'est que l'inflation, en 2025, reviendra à son objectif de 2%. Et ça, c'est extrêmement... Je le répéterai à plusieurs reprises, parce que tout à l'heure, je parlais d'une maladie et d'une maladie contagieuse, mais pour cette maladie contagieuse, on connaît les remèdes. Voilà. Mais alors, Jean-Luc, les taux vont baisser ? Merci de cette question. Alors, est-ce que le gouvernement... C'était une question avant Est-ce que le directeur du Var va vouloir nous l'annoncer ? Non, mais il ne va pas nous annoncer des scoops. Il porte la parole de la Banque de France ce soir. Évidemment que le directeur du Var, Jean-Luc Moyen, ne va rien annoncer, même le gouverneur de la Banque de France. Sinon, demain, c'est repris dans tous les médias. Et le gouverneur de la Banque de France ne l'annoncerait pas, puisqu'en fait, les décisions de politique monétaire, elles sont prises au sein d'un conseil des 20 gouverneurs des 20 banques centrales de l'eurosystème et de la BCE. Ce qu'on peut dire quand même, et je ne fais que reprendre les propos du gouverneur, il y a eu plusieurs hausses de taux depuis juillet 2022, et la dernière hausse des taux a eu lieu au mois de septembre pour porter le taux. Alors il y a 3 taux, mais je vais faire simple. Les taux d'intervention de la BCE à 4%. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, si je reprends les propos du gouverneur, c'est qu'aujourd'hui, ce 4%, l'objectif, c'est un objectif de persévérance. Alors ça ne signifie pas que si demain, je prends un exemple évidemment qui ne se produira pas, si la Chine a envahi Taïwan, il est évident que s'il y a un choc extérieur, il y aura sans doute une réaction. Mais à ISO conditions, on pense que ce
ce niveau de 4% est un bon niveau. Mais aujourd'hui, pour refaire une métaphore vis-à-vis des maladies, je veux dire, ce médicament qu'on a pris pour la tension inflationniste, généralement c'est le cas pour les médicaments pour la tension, il faut le prendre assez longtemps et régulièrement. Et donc, on est dans cette stratégie de niveau des taux d'intérêt. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on est dans l'endurance et non pas dans le sprint. On a eu un sprint, on a augmenté plusieurs fois les taux. Et aujourd'hui, c'est l'endurance qui doit être privilégiée. On a connu dans le passé des périodes d'inflation. On en a forcément tiré des leçons. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut arriver à anticiper ces périodes-là ? Est-ce que celles que nous traversons actuellement étaient prévisibles ? Et comment on doit se préparer si on le savait à l'avance ? Est-ce qu'on pouvait l'anticiper, quoi ? Il y en a qu'on peut anticiper, oui, et il y en a qu'on peut pas anticiper. Oui, là c'est vrai qu'on revient sur des niveaux d'inflation du début des années 80. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. En même temps, on aime bien un petit peu se moquer des prévisionnistes, mais c'est un travail qui est extrêmement difficile. Et là, si les causes de l'inflation sont liées, 1, à la guerre en Ukraine et 2, à la pandémie, c'est des événements qui sont quand même difficilement prévisibles. Donc, ce sont vraiment des chocs sur l'économie. C'est très difficile de les prévoir. Et ensuite, l'économie oscille. Et il faut essayer de surfer sur les vagues, on va dire. De surfer sur l'économie. De retrouver un équilibre, ce qui est pas évident. Donc, en fait, disons que dans un monde où il y a de l'incertitude, on peut pas prévoir par définition. On peut essayer. On peut essayer, mais est-ce que tu as prévu la pandémie, la guerre en Ukraine ? Ça, on peut pas le prévoir. Ça, effectivement. Oui. On se doutait qu'après la pandémie, il y aurait une reprise probablement forte. Mais peut-être pas à ce point-là. On savait pas que ça allait redémarrer aussi fort. Et plus après, effectivement, le coup de la guerre en Ukraine. Ça, c'était vraiment pas prévisible. Justement, Jean-Luc, tout à l'heure, nous parlait des 2%. Alors justement, on entend donc régulièrement de la bouche des économistes que l'inflation, ça a du bon. Alors ça, déjà, ça va faire hérisser un peu les poils de tous les auditeurs. L'inflation, c'est bien. Oui, mais autour des 2%. Pourquoi, Jean-Luc ? On dit que c'est un cap, un objectif peut-être ? Alors, c'est un objectif de moyen terme. L'hyperinflation, comme on l'a vu aujourd'hui, c'est le thème de l'émission, je veux dire, c'est évidemment néfaste. C'est néfaste pour le pouvoir d'achat, c'est néfaste pour le climat général des affaires. Et donc, l'hyperinflation, ça nuit au pouvoir d'achat, et notamment des plus modestes et des revenus faibles ou des personnes qui n'ont que des revenus fixes. Donc, c'est un mal qui est à combattre. Au contraire, la déflation, c'est-à-dire la baisse générale des prix, est tout aussi nocive pour l'économie. Pourquoi ? Parce que si les prix baissent de manière régulière, si vous anticipez une baisse des prix, vous allez retarder vos achats et vos investissements en pensant qu'il y aura de nouvelles baisses des prix, et donc vous allez ralentir l'économie. Donc entre ces deux mots, c'est-à-dire une superinflation et une déflation, ce qu'on vise, c'est effectivement la stabilité des prix. La stabilité des prix, ça ne veut pas dire viser une inflation de 0%. Pourquoi pas 0% ? Parce que typiquement, si vous avez une récession, et en cas de récession, l'inflation a tendance à suivre très rapidement le mouvement de contraction de l'activité. Si vous entamez un mouvement de récession avec une inflation trop proche de zéro, vous allez basculer très rapidement dans de la déflation, dont je viens de dire que c'était un mal pour l'économie. Donc, on vise une inflation de 2%. Là aussi, excusez-moi, je vais essayer de changer de comparaison. Le 2%, c'est la bonne température pour l'économie, c'est l'équivalent de 37. Donc là, on est en train d'expliquer effectivement aux gens qu'il faut que tout augmente de 2% environ par an. Alors, en moyenne, si c'est de 1,9 ou de 2,1, évidemment, environ. On est environ de 2%. Pas 5%. Mais pas 5%. Justement, en quoi la stratégie monétaire des banques en fait, centrales permet d'assurer la stabilité des prix en France ? On en a parlé un tout petit peu, mais là, si vous pouvez juste... Alors, il y a un instant... Pardon. Non. Oui. Vas-y. Ou Jean-Luc. Après, il aura moins la parole, Jean-Luc. Je peux commencer, il enchaîne. Non, mais l'idée générale, c'est que pour lutter contre l'inflation, dans une économie moderne, on a des outils. Ces outils sont manipulés par les banques centrales. Les banques centrales, qu'est-ce qu'elles font ? Elles proposent aux banques commerciales qui ont besoin d'argent, de se financer à un taux. Elles choisissent ce taux. Alors vous allez me dire, mais pourquoi les banques commerciales auraient besoin d'argent ? Elles ont besoin d'argent parce qu'en fait, chaque fois qu'elles prêtent, elles ont besoin de constituer des réserves. Elles ont besoin d'avoir du cash lorsqu'elles prêtent. Et donc lorsqu'elles prêtent plus, ou si elles veulent prêter plus,
eh bien, elles viennent chercher du cash. Et ce cash, il a un prix. C'est le taux directeur. À partir de là, eh bien, évidemment, si votre coût de production en tant que banque du crédit, il augmente, le taux directeur augmente, eh bien, mécaniquement, vous le répercutez sur les gens, les particuliers, les personnes comme vous et moi, qui veulent des crédits. Et donc, mécaniquement, le crédit augmente lorsque le taux directeur de la Banque centrale augmente. Et du même coup, si le taux du crédit augmente, et ça devient beaucoup plus difficile d'emprunter. Et si ça devient plus difficile d'emprunter, il y a beaucoup moins d'activité économique. Et s'il y a moins d'activité économique, les prix, moins de demandes, il y a une tension à la baisse sur les prix. Voilà l'idée de base. Effectivement. Oui, Jean-Luc, vous voulez rajouter un mot ? Bravo, c'est plus que l'idée de base, c'est exactement ça. Le mécanisme, un des outils principaux, c'est pas le seul d'ailleurs, mais en tout cas un des outils des banques centrales, c'est cet outil des taux qui vient d'être expliqué. Donc l'idée, c'est que via les taux, on va rééquilibrer, ce que je viens de dire, la demande, on va remettre la demande au niveau de l'offre, tel que le mécanisme a été décrit. Et donc, on va jouer, je l'ai dit tout à l'heure, on va pas pouvoir agir sur les prix de l'alimentation et sur les prix de l'énergie. En revanche, on va agir sur ce que je disais tout à l'heure, le reste du panier moyen de consommation, c'est les 2/3 sur les services et les produits manufacturés. Et il y a un délai de transmission de cette politique monétaire. Quand vous augmentez les taux d'intérêt, ça n'a pas une traduction immédiate dans les prix sur l'économie. Et les études économiques montrent que ce délai de transmission, il oscille entre 12 et 24 mois, ce qui nous fait dire, c'est notre prévision et notre engagement, puisque les hausses de taux ont commencé au mois de juillet, que nous allons ramener, et ça se fera progressivement, c'est-à-dire que dès 2024, il y aura une baisse, je pourrais vous donner tout à l'heure les prévisions, dès 2025, nous engageons à revenir à notre système d'inflation de 2%. Alors, à beaucoup plus court terme, est-ce que le projet de loi de finances qui vient d'être présenté là, par le gouvernement français, est-ce qu'il va contribuer, lui, à réguler l'inflation ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Régis, je vois qu'il me fait un non. Allez. Il se lance, Régis, peut-être ? Non ? J'attends de voir. Ok, très clair. Jean-Luc ? Alors, là, on tombe sur un autre sujet, sur lequel je vais bien m'exprimer. Et d'ailleurs, on va prendre un peu, si vous voulez, un peu de recul, mais on y reviendra très vite parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Cet épisode douloureux, je le comprends, pour les ménages les plus modestes. C'est une vraie préoccupation, on va bientôt parler du mental d'ailleurs. C'est la préoccupation majeure des Français aujourd'hui. Mais je crois qu'il est bon de prendre un peu de recul et de hauteur sur ce sujet une fois de plus. Je ne le nie pas et je sais que les personnes qui sont en situation de fragilité en souffrent le plus. Mais si, comme je le disais tout à l'heure, cette inflation elle est liée à un choc d'offres. Il y a des transformations majeures à mener dans l'économie française. Il y a une transformation, tout le monde... Alors je crois que vous avez d'ailleurs dédié une émission à ce sujet. Il y a une transformation qui est la transformation climatique, qui est un sujet majeur et qui est potentiel de croissance. Il y a la transformation numérique, qui était également un autre sujet. À côté de ça, il y a d'autres transformations qui sont plus de notre responsabilité, parce que les deux sujets dont je viens de parler sont plus appréhendés dans un cadre européen, même si on y a un rôle majeur. Il y a une transformation qui est la transformation du travail, qui passe par, et je passerai la parole tout à l'heure, qui passe par un enjeu de compétences. Et il y a une transformation, sans doute une transformation publique, à mener. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de déficit public ou qu'il ne faut pas qu'il y ait d'endettement public, mais l'enjeu aujourd'hui, c'est que cet endettement public, il serve des transformations d'avenir. C'est-à-dire que si vous vous endettez, mais c'est comme pour une entreprise d'ailleurs, si vous vous endettez à long terme pour payer des dépenses de fonctionnement, ça ne va pas fonctionner. Si vous vous endettez à long terme pour avoir des investissements, là ça matche un peu plus parce que le rendement des investissements va permettre de rembourser vos emprunts. Et donc c'est un peu comme ça pour la nation française. Et donc il y a un sujet, et je crois que les autorités françaises en sont conscientes. En tout cas, tous les ans, et j'ai quelques années à la Banque de France, tous les ans, il y a une tradition républicaine où le gouverneur de la Banque de France
fait une lettre qui fait une constatation sur l'environnement national et international, et où il attire l'attention sur l'endettement public. Et cet endettement public, compte tenu des transformations que je viens de citer, on va avoir besoin à la fois d'argent public mais également d'argent privé. Et l'idée, c'est, par rapport à nos autres voisins européens, d'avoir une trajectoire de dépenses publiques qui soit un peu plus compatible avec les dépenses auxquelles nous aurons à faire face dans les années à venir. Alors, vous savez, il y a une phrase de John Fitzgerald Kennedy qui disait c'est l'été qu'on répare le toit. Et donc, dans les années de forte croissance, c'est là où il faut être un peu plus attentif à la dépense publique. Alors, pour clôturer cette partie de inflation générale, on va dire, Benjamin a une petite précision. Oui, tout à fait. Vous parliez du projet de loi de finances en fait, qui est sorti. Alors, Jean-Luc a évoqué le budget et le déficit d'un point de vue économique. Moi, c'est pas du tout mon domaine. Mais effectivement, c'est juste pour rappeler que le projet de loi de finances est sorti il y a quelques jours et que pendant 3 mois, il va y avoir de très très nombreuses discussions sur ce projet et que d'ores et déjà, le projet a prévu certaines mesures avec une présentation générale qui est disponible sur Internet, qui fait 120 pages, qui va expliquer en quoi on peut avoir plus de pouvoir d'achat, quelles sont les mesures que va prendre l'État pour limiter l'imposition, par quoi ça va être compensé, quels sont les coûts, les dépenses. Alors ça aura des impacts sur le quotidien des Français. Mais il y a d'ores et déjà des mesures qui ont été prises dans le projet, qui n'est qu'un projet qui va être discuté. Mais voilà, il y a déjà des mesures qui ont été prises, certaines sont suffisantes, d'autres ne le sont pas. Mais voilà, c'est tous les ans, le budget est revoté, c'est ce que disait Jean-Luc d'un point de vue économique. Et on établit en 2023 la loi de finances pour 2024 sur des prévisions pour essayer de déterminer quelles vont être les impositions différentes. Donc on le dit, c'est un sujet qui préoccupe énormément les Français. On va s'intéresser un petit peu à leur aspect mental. On se retrouve dans quelques secondes sur votre radio. Retrouvez tous les replays de nos émissions sur notre site internet fautquonenparle.fr ainsi que sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Faut qu'on en parle. Et oui, l'inflation, c'est un sujet qui préoccupe très fortement les Français. Élodie, toi qui es psychologue, est-ce que tu peux nous parler des conséquences psychologiques courantes de l'inflation que l'inflation peut avoir sur les individus? Oui, alors en fait, depuis tout à l'heure, on parle de chiffres, c'est hyper technique, mais en réalité, on oublie que la conséquence concrète est terrible en fait pour les personnes qui sont aujourd'hui en grande difficulté financière. On parle pour les Français, 56% des Français qui sont impactés par ces difficultés financières. Et il y a d'ailleurs l'étude de l'IFOP qui est sortie, il me semble, en juin 2023, qui va vraiment montrer qu'il y a une proportion des Français qui vivent aujourd'hui avec 100 € dès le 10 du mois et qui sont 2 fois plus affectés par des pensées suicidaires, contrairement aux autres qui n'ont pas de ces difficultés-là. Donc c'est hyper grave en fait, parce que ça touche vraiment à la vie des Français. On va retrouver des troubles pour certains anxio-dépressifs qui sont bien plus fréquents parmi les ménages, bien entendu, qui sont confrontés à ces difficultés. Alors, Élodie, quelles sont les stratégies en fait de gestion du stress que tu pourrais recommander aux personnes qui sont préoccupées par l'inflation? Les petits tuyaux, là. Alors, déjà, pour en revenir, parce que j'ai pas fini, au niveau des conséquences, en fait, parce qu'en fait, il va vraiment avoir un sentiment déjà de déclassement. Donc, ça va toucher aussi à l'image que l'on a de soi. Et il y a une perte de motivation et bien entendu, derrière, avec le dernier rapport de l'Observatoire du suicide, il y a un vrai lien entre la précarité et la détresse psychologique. Donc on va avoir des troubles du sommeil, de l'anxiété et bien entendu de la dépression. Donc pour réguler en gestion de stress, on va parler davantage d'anxiété financière dans ce cas, il est sûr que lorsqu'on se retrouve comme ça en difficulté pour assurer sa sécurité financière, c'est aussi sa sécurité pour assumer ses besoins physiologiques, pouvoir se nourrir, pouvoir se loger, pouvoir se chauffer, nourrir ses enfants. Donc c'est extrêmement stressant au quotidien de devoir compter les moindres euros et ça demande aussi de pouvoir gérer ce stress. On a eu beaucoup d'appels, beaucoup de gens qui nous ont laissé des messages sur notre répondeur, là, le 07 839 839 75, de détresse. Les gens sont au bout. En fait, c'est plus les fins de mois maintenant qui sont difficiles, c'est les milieux de mois. Oui, c'est ça.
dès le 10 du mois. Oui, 10 même certains. C'est ça. Donc là, déjà, la première chose, c'est de reprendre un peu le pouvoir, donc de redevenir un peu acteur finalement en créant un budget qui soit réaliste par rapport à la situation qu'on vit. Bien entendu, on ne va pas pouvoir inventer de l'argent qui n'existe pas, mais on va pouvoir peut-être réévaluer ses dépenses quotidiennes et lisser sur le mois. Donc on a revu d'ailleurs que la plupart des personnes qui sont en difficulté ont tendance à rogner sur certaines dépenses, comme par exemple le bien-être, ça va être aussi l'apparence physique ou les soins de santé. Donc par exemple, 69% des Français ne vont plus chez le coiffeur, 40% arrêtent la salle de sport et 50% ne font plus leurs soins médicaux comme ils devraient les faire. Ah oui, carrément. Donc, est-ce que tu as des petites stratégies alors ? Oui, alors utiliser déjà je disais redevenir acteur, donc avoir une meilleure gestion sur le mois, essayer de jauger un petit peu le sens des priorités et surtout utiliser des techniques psychocorporelles. Donc je vais penser notamment à la cohérence cardiaque, utiliser des applications gratuites qui permettent d'avoir comme ça un rythme respiratoire, c'est 6 inspirations sur la minute pendant 5 minutes. C'est un rythme très 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 précis, mais qui est extrêmement efficace pour réguler le stress sur le long terme. C'est à faire 3 fois par jour pendant minimum 3 mois. Ça, c'est hyper efficace puisqu'on a retrouvé au niveau de la recherche que c'est autant efficace qu'une prise anxiolytique, par exemple. Donc ça serait la première chose qui ne coûte pas d'argent et qui est efficace. Utiliser aussi la respiration abdominale, qui est très très simple. Utiliser la méditation et surtout communiquer. Parce que lorsqu'on vit comme ça des situations extrêmement difficiles et stressantes comme ça, qui touchent à notre sécurité finalement, on va avoir besoin d'en parler en fait, de pas en avoir honte, parce que c'est ça aussi qui crée la difficulté et l'isolement, c'est on a honte en fait de ce sentiment de déclassement, parce que parfois c'est des personnes qui n'ont jamais eu tellement de difficultés sur le plan financier et qui du coup découvrent en fait que ça leur arrive à elles aussi en fait, et ce sentiment de honte crée un isolement assez important. Régis voulait réagir. Après, on donnera la parole à Jean-Luc. Oui, c'est vrai que tout le monde n'est pas égal face aux différentes envolées de prix. Je pense en particulier au prix de l'énergie, au prix de l'essence. Pourquoi ? Parce que quand on habite en banlieue, dans certains cas, on est un petit peu fragilisé financièrement et on est obligé de prendre beaucoup plus sa voiture, que les transports en commun ils sont pas toujours disponibles, et à ce moment-là, on peut avoir vraiment le couteau sous la gorge en raison de l'augmentation du prix de l'essence, qui n'affecte pas tout le monde de la même manière. Et quand on en est à devoir faire des arbitrages du type est-ce que je mange ou est-ce que je me chauffe, et ben c'est sûr qu'à ce moment-là, on va négliger des choses qui sont importantes à long terme, comme les soins dentaires. Donc, il y a des personnes les gens sont là aujourd'hui, ouais. L'essentiel en fait. Et donc il y a des gens qui sont quand même extrêmement fragilisés par l'inflation. Donc l'inflation, c'est un système où il y a des gagnants, il y a des perdants, mais on peut perdre beaucoup. Et la difficulté, c'est qu'on perd d'autant plus que l'on est déjà fragilisé. Jean-Luc ? C'est bien de revenir à des situations individuelles, ce que je vais faire maintenant, pour vous dire que, évidemment, on fait des prévisions d'inflation, on a parlé beaucoup de chiffres, mais il y a une activité qui est menée par la Banque de France qui relève de l'inclusion financière. Et donc, cette inclusion financière, par définition, elle s'adresse à des publics fragiles. Et au titre de l'inclusion financière, il y a une activité qui est connue, qui est le traitement des dossiers de surendettement. Il y a le plafonnement des frais bancaires. Il y a les droits au compte. Enfin, un ensemble de services auxquels les usagers qui seraient, les particuliers qui seraient en situation de fragilité ne doivent pas hésiter à saisir nos services. Et d'ailleurs, il y a un numéro qui s'appelle 3414 que vous pouvez composer de 8h à 18h tous les jours et auprès duquel vous pourrez exposer vos situations et on vous répondra. Et si vous avez besoin d'être, avoir accès à un dossier de surendettement, vous lui dira. La deuxième chose que je voulais dire, mais là je repasse à un niveau plus macro. Évidemment, on a donné des mauvaises nouvelles, encore que sur l'inflation. Enfin, la bonne nouvelle, c'est quand même on a passé le pic de l'inflation globale et également de l'inflation dite sous-jacente. Et d'ailleurs, en venant à l'émission, alors je n'ai pas les données, moi, mais l'INSEE a publié des données provisoires au mois de septembre, où il est fait état, certes l'inflation est encore élevée en ce qui concerne l'alimentation, mais elle est déjà en recul par rapport au mois précédent. Et il y a même, alors c'est
pas généraliser, il y a même d'un mois sur l'autre plutôt une baisse des prix. C'est-à-dire l'inflation du mois d'août, de septembre. Pour l'instant, les Français la constatent pas vraiment. Oui, non, mais c'est normal. Ce que je voulais dire, c'est que je voulais donner des bonnes nouvelles dans ce climat qui est. C'est le but. Quand le bout du tunnel, extrêmement anxiogène. Qui est un peu anxiogène. Parce que là, on a dressé un tableau un peu noir. On va voir est-ce qu'on peut sortir de ça. Il ne s'agit pas de faire du pinkwashing, mais en tout cas de donner des nouvelles objectives. La lumière au bout du tunnel, quoi. Oui. D'abord, la première bonne nouvelle, c'est que, je ne sais pas si vous en rappelez, mais il y a 12 mois, on pensait qu'il allait y avoir un effondrement, une récession de l'économie française. Ce n'est pas le cas. Et même, on a révisé à la hausse nos prévisions de croissance qui seront de 0,9% pour 2023. Parce que le deuxième trimestre, pour des raisons internes, a été plutôt favorable. Ça, c'est la première information. La deuxième information, c'est qu'en 2023, la France va créer 300 000 emplois. Et le taux de chômage va revenir à un horizon de 7,2%. Si vous replongez 20 ans en arrière, quand on parlait de plein emploi, c'était quelque chose qui paraissait totalement utopique. Aujourd'hui, le plein emploi, même si le taux de chômage remontera légèrement, mais je pourrais revenir l'année prochaine et l'année suivante, aujourd'hui, l'objectif de plein emploi, c'est un objectif atteignable. Et l'emploi, c'est du pouvoir d'achat, parce que les gens qui retrouvent un emploi, c'est du pouvoir d'achat. Et je reviendrai sur les salaires, pardon. Non, mais Jean-Luc, la parole. Non, pas du tout, mais Jean-Luc, c'est intéressant ce que vous venez de dire, parce qu'en fait, la dernière fois qu'il y a eu un taux de chômage si bas, c'était pas n'importe quelle année, c'était en 2007. 2007, c'est-à-dire l'année qui précède la grande récession, et puis les catastrophes économiques qu'on a connues dans la en foulée. 2008, ouais. Et donc, du coup, cette baisse du taux de chômage, elle a des promesses, mais elle est aussi vectrice de possibilités beaucoup plus négatives. Et donc, du coup, je ne me prononcerai pas sur un avenir radieux pour l'ensemble de l'économie française ou mondiale. Benjamin ? Moi, je voulais rebondir sur deux choses. La première, c'était Régis qui parlait, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent, que l'inflation fait qu'il y a des gagnants et des perdants. Je pense que peut-être plus tard dans l'émission, ce serait intéressant de savoir qui sont les gagnants ou à qui pourrait profiter l'inflation ou maintenant. Non, on peut en parler maintenant, oui. Bon, mais j'avais un autre sujet qui était juste très rapide, c'était pour revenir sur le côté psychologique et de l'aide, pour rebondir sur ce qui a été dit et par Jean-Luc et par Élodie. Effectivement, il existe la procédure de surendettement. Moi, j'amène le côté un peu plus juridique, mais voilà, qui est un outil qui permet aux particuliers qui n'ont plus les moyens de faire face à leurs obligations d'obtenir un réaménagement de la dette et dans certains cas un effacement de la dette. Et donc, si on est face à une situation qui est très compliquée, le droit ne nous laisse pas complètement sans protection. Et ça marche également pour les sociétés, donc les personnes morales qui ont aussi des procédures collectives. Et il vaut mieux, et je le dis, c'est pas forcément évident à entendre, mais dès les moindres difficultés, il vaut mieux d'ores et déjà se poser la question que mettre un peu sous le tapis les impayés et de réagir quand il est trop tard, parce que quand il est trop tard, c'est trop compliqué de redresser la barre trop souvent. Mais justement, pour finir sur une note positive sur cette partie, comment les personnes peuvent-elles maintenir une attitude mentale positive malgré tous les défis financiers, Élodie ? Alors, c'est une bonne question. Je pense que, je le disais tout à l'heure, c'est déjà communiquer, en fait. Parce que rester seul avec ces difficultés-là... Faut pas broyer du noir dans son coin. Non, voilà, exactement. Après, j'ai pas de solution, malheureusement, miracle. Je peux pas inventer des billets de banque. Mais on va demander à la Banque de France, peut-être. D'ailleurs, j'en ai amené, là. Il y en a plein dans sa voiture. mais ce qui est sûr, c'est que ça impacte, en fait, sur le plan relationnel, au sein du foyer, au sein de la famille, au sein des couples. Ça crée des tensions. Ça crée énormément. Ah oui, énormément. Ouais. Et puis, dans le couple, par exemple, on a parfois des priorités financières qui sont différentes. Et là, quand on a un petit peu moins d'argent qui rentre... on est obligé de concentrer son argent sur l'essentiel, la base, le logement, l'énergie. Et ça va demander d'apprendre à collaborer ensemble. Alors bien sûr, c'est... Les gens ont moins de loisirs, on l'a dit en intro. C'est ça. Il faut faire des choix. Il faut faire des choix et puis surtout miser encore une fois sur coopérer, communiquer et surtout imaginer que cette histoire-là, ça reste une épreuve comme on peut en vivre tout au long de notre vie. Et pour le coup, c'est une épreuve qui peut soit créer du clash, soit nous rapprocher. Régis ? Oui, je voulais répondre à la question de Benjamin qui dit qu'il y a des gagnants et des perdants à l'inflation. Donc ça c'était vrai. On parle beaucoup et on les voit et c'est normal. Les perdants, maintenant, il y a aussi des gens qui gagnent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un effet redistributif. Bon. Alors, dans les perdants,
Ce qu'il faut comprendre sur l'inflation, c'est que quand il y a de l'inflation, ça veut dire que la monnaie perd du pouvoir d'achat. Okay. Donc, s'il y a une certaine valeur à un moment, on a moins par la suite. C'est ça que ça veut dire. Du coup, quels sont les gagnants dans ce système ? Eh ben, ce sont toutes les personnes qui ont un emprunt avec un taux fixe, et pour eux, le niveau réel de leur dette va baisser. Donc, tous ceux qui ont fait un investissement, qui ont acheté un bien immobilier, eh ben, pour eux, ils le remboursent et ça leur revient moins cher. Ensuite, les perdants, c'est ceux qui sont des créanciers ou des épargnants, c'est ceux qui ont prêté ou qui ont déposé leur argent. À ce moment-là, imaginez que vous posez 100 à la banque, s'il y a de l'inflation, ça veut dire que vos 100, demain, ils vont valoir moins. D'accord ? Donc, pour les créanciers, ils ont un peu tendance, disons, à s'appauvrir et l'épargne perd de la valeur. Donc, quand on regarde les gens que ça concerne, les perdants, ça va concerner les gens qui ont un revenu fixe, comme les retraités, les bénéficiaires de minima sociaux, d'accord ? Parce que s'ils sont pas indexés sur l'inflation, leur revenu va baisser. Et donc, si on simplifie encore un peu, les perdants, ça va plutôt être des personnes âgées qui ont une retraite fixe, qui ont une épargne, d'accord, dont le niveau réel baisse, et les gagnants, ça va plutôt être des jeunes actifs qui s'endettent et qui peuvent négocier leur salaire. Donc là, en fait, l'inflation, c'est un effet un peu redistributif des revenus des personnes âgées vers les personnes plus jeunes. Alors, on va essayer de s'orienter un petit peu plus près sur certains sujets de l'inflation, comme l'alimentation, l'énergie et l'éducation, dans cette seconde partie qui arrive. Et puis après, on dérivera tranquillement, pour parler d'un sujet qui fâche ou pas, les salaires et les entreprises, c'est lié avec. On se retrouve dans quelques secondes sur votre radio. Retrouvez tous les replays de nos émissions sur notre site internet fautquonenparle.fr ainsi que sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, seconde partie. On parlait de l'aspect mental, manger. C'est un besoin vital, pourtant certaines familles sont en réelle difficulté. Quelles sont les principales raisons de la hausse des prix récentes, notamment sur les prix alimentaires ? Bruno ? La hausse. Alors, tout à l'heure, on avait bien dit que le principal problème au départ, c'était la hausse des prix de l'énergie. Donc maintenant, la nouvelle composante de l'inflation, qui a pris une importance considérable, c'est la hausse des prix de l'alimentaire. C'est pour ça qu'on a vu en parler. L'énergie, on en parlera un petit peu après, mais l'alimentaire, c'est quand même hyper important. Ouais. L'alimentaire, c'est extrêmement important. C'est vital. Pour les gens, évidemment. Et puis, si ils ont du mal à consommer, ça devient compliqué. Et cette hausse des prix de l'alimentaire, elle a plusieurs causes, dont notamment un sujet qui fâche en ce moment, c'est l'augmentation des marges des entreprises dans le secteur de l'agroalimentaire. Et donc ça, c'est devenu un sujet qui est très controversé, puisque en effet, il y a une augmentation du taux de marge, et en particulier dans ce secteur. Et les Français ont l'impression que certains s'en mettent de plus en plus dans les poches. C'est les réactions qu'on a eues. Voilà. Donc marge de plus en plus à leur détriment finalement. Mais en fait, si c'est ce qui s'est passé au départ, c'est que la hausse des prix n'avait pas pour origine la hausse des taux de marge. C'est-à-dire que la hausse des prix dans le secteur de l'alimentaire était reliée aux hausses des prix qu'on avait dans les denrées primaires alimentaires. Et au passage, il y en a qui décident, on va faire peut-être un peu plus de marge, quoi. Et au passage, après des années où ils n'en ont pas eu beaucoup, ils se sont dit on va peut-être les reconstituer. Mais ceci étant dit, la capacité des entreprises à faire des marges en ce moment, c'est un sujet qui est assez général, puisque c'est un sujet qui renvoie à la concentration croissante dans les différents secteurs d'activité et qu'on observe dans le monde entier. Cette concentration croissante, elle a lieu aussi dans l'alimentaire et elle permet à ceux qui ont bénéficié de parts de marché importantes, finalement, d'être des acteurs très forts sur les prix pratiqués. Alors, Jean-Luc, est-ce que les politiques monétaires, finalement, actuelles, elles affectent les prix à la consommation, notamment surtout sur les produits alimentaires ? En l'occurrence, non. Non, ok. Non, mais comme je vous le disais tout à l'heure, la politique monétaire, elle ne peut pas agir sur le prix du blé des céréales. Elle peut pas agir. C'est des questions qu'on nous a posées. Elle peut pas agir sur le prix. Aujourd'hui, pour une IPCH, qui est grosso modo de 5%, l'alimentation, ça pèse 11%. L'énergie, c'est 6%. Et le reste, c'est les services et les produits manufacturés. Et pour autant, ça représente une fois de plus les 2 tiers de la consommation. Alors, pour revenir sur les marges, il y a des différences sectorielles en fonction des positions dominantes ou pas, mais enfin, nous, dans notre horizon de prévision, c'est-à-dire 2025, ce qu'on prévoit, c'est que le taux de marge des sociétés serait un peu supérieur à
32,2%, et serait un peu supérieur à la période post-Covid. Alors on peut se réjouir aussi globalement que les marges des sociétés, s'il n'y a pas d'abus, c'est que globalement les marges de société augmentent, en tout cas sur restaurant, parce que ça crée de la valeur ajoutée. Après, c'est une autre question, c'est celle de la répartition de la la valeur redistribution, ajoutée. mais bien sûr. On a une question de Pierre qui nous dit comment cette augmentation affecte le pouvoir d'achat des ménages et en particulier ceux à faible revenu. Régis peut-être, Bruno ? Alors, les augmentations de prix qu'on a observées sur les périodes récentes, elles ont impacté différemment les ménages selon leurs revenus. Et donc, une façon de le mesurer, c'est de regarder les paniers de consommation des ménages selon leurs revenus, justement. Quand on fait cet exercice, on se rend compte que les paniers de consommation qui ont augmenté le plus ne sont pas du tout les paniers de consommation des ménages les plus pauvres. En fait, c'est les paniers de consommation des ménages les plus aisés qui ont augmenté le plus. Pour quelle raison ? Parce qu'en fait, les plus pauvres ils qui se plaignent le plus. Et oui, mais ils ont tendance à acheter, par exemple, des biens importés qui sont relativement plus chers. Et ils ont tendance à se concentrer sur des biens qui ont eu des hausses de prix beaucoup plus importantes. Mais après, ils ont peut-être plus les moyens de les acheter. Et c'est justement là que ça devient intéressant. C'est qu'en fait, comme ils consacrent une part de leurs revenus moins importante à des dépenses de consommation, le résultat des courses, c'est que quand on divise ça par leurs revenus, on se rend compte que c'est effectivement les individus les plus modestes qui, en pourcentage de leurs revenus, ont vu leur niveau de vie le plus érodé. Mais en revanche, paradoxal, ça. Mais en revanche, en termes d'augmentation du coût du bien de consommation, c'est les individus les plus aisés qui ont connu les hausses les plus importantes. C'était une réaction de Roland qui dit « Quand je vois les paniers de certaines familles avec du coca, des bonbons, est-ce que le problème ne vient-il tout simplement pas des habitudes alimentaires de certains foyers qui consomment peut-être de la mauvaise manière ?» C'est sûr que si on met plus rien dans le panier, il faudra plus grand-chose. Non, mais là, je pense que l'auditeur, c'est effectivement, il se centrait plutôt peut-être sur des produits qui sont pareils. Oui, essentiels. Qui sont pas essentiels. Moi, des bonbons et du Coca, Pepsi ou autre, on peut citer plus loin. Ouais, mais je me refuse à dire qu'est-ce qui est essentiel ou pas. Regardez par exemple l'individu qui n'a plus de téléphone portable, qui n'a pas de téléphone portable aujourd'hui, il y en a encore évidemment, mais on voit bien que c'est devenu un bien essentiel. Et pourtant, de vous à moi, est-ce que c'est vraiment essentiel ? Parce qu'une connexion Internet, on a beaucoup de choses qu'on ne peut plus faire sans Internet aujourd'hui. Exactement. Donc en fait, donc oui, c'est vrai. C'est devenu un sujet essentiel ou vital après. Voilà. Moi, si les gens ils veulent boire du Coca toute la journée, c'est leur problème et je ne me prononce pas sur le caractère essentiel du fait de boire du Coca ou pas. Oui, Benjamin. Juste pour rebondir sur ce qui a été dit, encore une fois d'un point de vue un peu plus juridique et moins économique, il faut savoir qu'il y a de la TVA qui frappe tout le monde, tous les consommateurs de manière invisible, enfin indolore, invisible, c'est selon les cas, mais en tout cas aveugle. On l'enlèverait, on s'en rendrait compte. Tout à fait. Mais bon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs taux en France. Il y a un taux à 0%, un taux à 2% et des poussières, 5%, 10%, 20%. Et finalement, on ne sait pas quels sont les taux à 5,5%, à 10 et à 20, alors qu'il y a des taux pour les produits alimentaires qui sont très faibles à 5%, et les produits de consommation vont être plutôt à 20%. Et peut-être que ça vient impacter les paniers des gens les plus modestes qui vont aller sur de l'alimentaire et sur du nécessaire, et donc il y a une TVA qui est plus faible. À l'inverse, tous les biens de consommation qui ont une TVA à 20, si le prix passe de 100 à 200, la TVA passe de 120 à 240. Oui, donc, forcément. Donc le prix du panier de course est multiplié par cet indicateur de 20% dans les produits, on va dire, communs, et de 5,5% dans les produits alimentaires. Donc il y a un effet qui est tout simplement mathématique, c'est que la TVA vient moins impacter la hausse des prix alimentaires qui bénéficient d'un taux réduit. Et je vous disais qu'elle était indolore parce qu'on ne la voit pas. On prend un nombre de personnes dans les supermarchés, la TVA n'est pas inscrite sur les prix, et donc quand on achète un paquet de pâtes ou un paquet de quelque chose qui est transformé, qui passe d'un taux de 5,5 à 10%, on ne le sait pas. Et donc on ne sait pas qu'il y a un taux de TVA plus important. Alors la TVA, ça peut être une autre discussion qu'on verra peut-être plus tard, mais ça vient impacter le panier moyen également, les habitudes alimentaires. Alors justement, peut-être... Ah oui, Jean-Luc va rebondir. Jean-Luc en fait, allez. Puisque le sujet c'est celui du pouvoir d'achat, j'imagine que je vais faire bondir des auditeurs dans les propos que je vais donner. En fait, notre prévision, nous, en termes de pouvoir d'achat, c'est que le pouvoir d'achat alors, une fois de plus, c'est une moyenne, des Français va augmenter en 2024 de l'ordre de 0,7%. Là, ça va faire bondir les gens. Mais je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, le premier élément, c'est qu'il va y avoir un croisement entre la courbe des taux d'inflation et des hausses de salaire. En clair, pour parler simple, les salaires vont moins croître en 2024 qu'en 2023, mais leur croissance sera supérieure
à la décrue de l'inflation. Et donc, c'est du gain de pouvoir d'achat. Je ne sais pas si je suis clair là-dessus. La deuxième chose, alors évidemment, quand on parle de pouvoir d'achat, on a tendance à regarder sa feuille de paye. Mais nous, quand on parle de pouvoir d'achat au niveau macroéconomique, il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu. Il y a, je l'ai cité tout à l'heure, il y a l'emploi. C'est-à-dire que quand des personnes retrouvent de l'emploi, ça participe à une augmentation du pouvoir d'achat. Et puis, il y a un certain nombre de prestations, des prestations sociales qui rentrent dans le pouvoir d'achat. Il y a des revenus indirects qui rentrent dans le pouvoir d'achat. Et donc, tout ça, globalement, nous laisse à penser, de manière assez certaine, que le pouvoir d'achat va augmenter l'année prochaine. Et d'ailleurs, ça sera un moteur. Enfin, la consommation des ménages sera un moteur de la croissance de 2024, alors qu'aujourd'hui, en tout cas en 2023, la croissance a été plutôt portée par les exportations. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est la demande et la consommation des ménages qui va porter la croissance dont je faisais état tout à l'heure. Très bien. Juste pour conclure la partie un petit peu alimentaire, est-ce que on parlait de la TVA, c'est peut-être une idée. Est-ce que le gouvernement, lui, peut prendre des initiatives là-dessus pour stabiliser ou réduire les prix de l'alimentaire ? Alors, bien évidemment, c'est un sujet qui pourrait être sur la table. Il y a bien évidemment derrière une décision qui est politique, parce que la TVA, comme je vous disais, c'est une rentrée énorme d'argent pour l'État. C'est la plus grosse. C'est la moitié du budget à quelque chose près, enfin des rentrées d'argent. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. Ceci dit, ça pourrait... en fait, c'est un peu difficile à voir, comme je vous disais, puisque comme on ne connaît pas le taux de TVA, la Cour des comptes avait rendu un rapport en début d'année là-dessus, où elle disait que c'était pas forcément une très bonne idée, parce que vous passez un produit de 10% ou de 20% à 5%, en fait... le consommateur le verra pas forcément parce que est-ce qu'au milieu tous les distributeurs vont pas un petit peu marger et finalement les 10 ou 15% d'écart et ça ce sera vraiment invisible et c'est intraçable, c'est très dur à voir et votre paquet de un produit transformé c'est 10%, il est à 1,10. Pire que ça va retomber encore sur le gouvernement en disant on a baissé la TVA mais en fait on voit pas les effets, il y a tout le discours politique derrière qu'il va y avoir. Voilà, alors je sais il y a de la récupération politique parce que un raisonnement simpliste pas forcément mais mathématique, comme je disais, c'est que la TVA elle est indexée sur l'inflation. Quelque chose qui vaut 100 ramène 20 de TVA. Quelque chose qui vaut 110 ramène 22 de TVA. Donc forcément, il y a plus d'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Alors après, il y a tout ce qu'on a évoqué en début d'émission, le bouclier tarifaire. Nécessairement, il y a aussi plus de dépenses de l'État. Les pensions de retraite, etc. sont indexées sur l'inflation. Et donc, même s'il y a plus de rentrées, il y a plus de sorties. Et c'est ce qu'a annoncé en tout cas Bruno Le Maire dans le projet de présentation de la loi de finances en disant oui, on a gagné plus 10, mais on sort plus 25. Donc, il y a un effet. Mais pour revenir vraiment sur le taux de TVA, ça a été déconseillé par la Cour des comptes en début d'année parce qu'il y a cet effet que ce serait pas traçable. Et comme je vous disais, un paquet d'un produit transformé qui serait à 1,10 avec 10 de TVA, il passe à 1,5. Si au milieu le distributeur le met à 1,8 parce que soit le distributeur, soit le producteur, et finalement personne ne le verra et on saura pas, nous on verra pas la différence entre un paquet à 1,8 ou à 1,10 et pour autant il y aura eu une mesure qui a été prise mais elle pourrait être inefficace et donc c'était pas forcément préconisé. Après je suis pas juge moi pour savoir ce qui pourrait se passer, mais voilà ce qui a été dit en tout cas par la Cour des comptes. Très bien, Régis, vous souhaitez rajouter un petit truc ? Oui, sur la TVA, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un autre gagnant à l'inflation dont on n'a pas discuté tout à l'heure, c'est les finances publiques. Pourquoi ? Parce que quand il y a de l'inflation, les recettes de TVA augmentent. Si les salaires augmentent, il peut y avoir une augmentation des cotisations sociales. Et par ailleurs, il y a une baisse de la valeur de la dette publique. Qui n'est pas indexée sur... Ça les arrange. Sur l'inflation. Alors oui, on peut discuter pour dire peut-être qu'il y a des dépenses aussi en plus, mais globalement, les finances publiques font partie des gagnants de l'inflation. Eh bien, on va passer au sujet suivant. Toujours dans l'inflation, on va faire un petit focus sur l'énergie. Pour ne rien rater des coulisses de votre émission, rendez-vous sur Facebook, Instagram et notre chaîne YouTube Faut qu'on en parle. Et oui, parlons maintenant énergie et carburant. La vente du carburant à perte a fait pchit. Après son annonce par le gouvernement, Emmanuel Macron a dit dimanche 24 septembre qu'il allait demander aux raffineurs et distributeurs de vendre le carburant à prix coûtant. C'est une bonne idée, ça ou pas ? Donc d'ailleurs, ça a commencé là. Certains grands distributeurs se sont engouffrés dans la brèche. Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'économiste autour de la table ? Traditionnellement, la vente à perte, on la rejette et on essaie de la proscrire parce qu'on estime qu'avec la vente à perte, l'entreprise qui dispose de ressources financières confortables et qui lui permettent de durer
eh bien cette entreprise-là va pouvoir, avec de la vente à perte, évincer des concurrents éventuellement de qualité, mais qui n'ont pas cette capacité à durer et donc qui vont disparaître. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Eh bien, une fois que je suis tout seul, j'ai cette possibilité alors de pratiquer des prix beaucoup plus élevés. Donc ça a l'air d'être un raisonnement sophistiqué. On n'aime pas la vente à perte, c'est-à-dire la vente pas chère, parce qu'en fait, elle annonce peut-être que plus tard, ce sera de la vente très chère. Voilà pourquoi d'habitude, on n'aime pas la vente à perte. Là, bon, le sujet, pour le coup, c'est de laisser faire des entreprises qui ont envie de pratiquer de la vente à perte, parce que quand on vend au coût de production... Visiblement, pas beaucoup, hein. Ils ont tous dit non. Hein. Ouais. Fallait. Régis ? Oui, la vente à perte, c'est vu comme une pratique anticoncurrentielle. Maintenant, si on vend un produit très peu cher, le carburant, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que typiquement, c'est un produit d'appel pour la grande distribution. Okay, donc, c'est souvent un produit qui est pas vendu très très cher. Là, à le vendre à perte, à vendre à prix coûtant. C'est pour ça que tout le monde s'engouffre dedans. Ça attire les clients dans la station. Ils vont peut-être faire des courses au magasin à côté. Voilà. Donc, perdre de l'argent sur quelque chose, c'est quand même... On peut les comprendre, non ? Vous pouvez m'expliquer un petit peu Bruno avant. Oui, on peut comprendre ça. Donc il y a des liens sur les pratiques anticoncurrentielles. Maintenant, il y a un effet important sur les carburants dans la grande distribution, que c'est un produit d'appel. D'accord. Donc la question, c'est combien est-ce qu'ils perdent. Donc s'ils perdent quelques gouttes pour qui est contrebalancé par un océan de profit, vous voyez, c'est une question de niveau. D'équilibre. Ouais, c'est assez logique finalement. Et quel est le lien du coup entre l'augmentation des prix de l'énergie et l'inflation qu'on traverse globale ? Bruno ? Ça, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire que lorsque le prix de l'énergie augmente, il se trouve que des tas d'entreprises qui ont besoin pour produire et pour fonctionner, eh bien, ont besoin d'énergie. Ces entreprises-là vont payer alors plus cher cette énergie. Et si elles payent l'énergie plus chère, et si elles veulent quand même continuer à poursuivre leur activité... Bien qu'elles répercutent le coût. Exactement. Mais leur capacité à répercuter le coût est quand même quelque chose, est quand même en question. Et là, ça demande un petit peu de pouvoir de marché, parce que certaines entreprises n'ont pas la possibilité de répercuter ça dans leur coût, enfin dans leur prix, et du coup, elles disparaissent. Mais celles qui peuvent le faire n'hésitent pas à ce moment-là. Oui, une précision en ce qui concerne le prix de l'énergie, mais je crois l'avoir déjà dit tout à l'heure. Aujourd'hui, l'augmentation du prix de l'énergie est au fait que l'Arabie Saoudite et la Russie ont décidé de réduire leur production. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est passé lors de la crise en Ukraine, où vous aviez une augmentation de l'ensemble des énergies fossiles. Il s'agissait du pétrole, du gaz, de l'électricité, parce que par un mécanisme, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'électricité en France, le prix du gaz a une répercussion sur le prix de l'électricité, que par ailleurs, on avait un problème de production de nos centrales nucléaires. À telle enseigne que l'indice, on mesure un indice du gaz et du pétrole, cet indice, lors de la crise ukrainienne, il a augmenté de 200%. Aujourd'hui, je ne nie pas les prix à la pompe, mais on n'est absolument pas dans ce scénario. C'est-à-dire qu'on est sur un scénario qui concerne uniquement le pétrole et non pas toutes les énergies. Alors, on en parlait avant l'émission, on parlait de l'éducation à l'économie. Quel rôle l'éducation économique peut-elle jouer dans la compréhension de l'inflation ? Une bonne question, ça. Bruno, peut-être ? Merci beaucoup de me donner la parole, puisque je suis doyen d'une faculté d'économie et de gestion. C'est pour ça. Et effectivement, c'est quand même notre credo. Il est très important de... Parce que former des étudiants sur ça, c'est des gens qui sont intéressés par le sujet, mais est-ce qu'il ne faut pas former tout le monde, finalement ? Et donc, exactement. C'est-à-dire qu'une des ambitions de la faculté, c'est non seulement de former ses étudiants, mais c'est aussi, au travers d'actions, d'instruire, de former aussi, parce qu'on les forme Il s'agit de trouver des boulots derrière, de gagner des sous quand même. Mais en tout cas, une de nos missions, c'est aussi d'éduquer des gens qui peuvent être extérieurs à la faculté, notamment au travers de conférences qui sont des conférences grand public que nos centres de recherche peuvent réaliser ou que la faculté peut réaliser. Et c'est effectivement quelque chose de très important que l'éducation financière, l'éducation économique. J'ai juste une petite anecdote sur le sujet. Vous connaissez les études PISA, j'imagine. Les études PISA, c'est celles qui mesurent le niveau scolaire d'enfants à l'âge de 15 ans et on peut procéder grâce à ces études à des comparaisons internationales. Eh bien, dans ces études PISA, la France apparaît pas forcément très bien, mais en mathématiques, elle n'est pas si mauvaise que ça, disons que elle est dans le peloton.
Et par contre, en matière d'éducation financière, elle a un niveau catastrophique. Et ça, c'est extrêmement intéressant de voir que dans un pays où finalement les maths, c'est pas si mal que ça, le paradoxe, c'est que l'éducation financière, elle, souffre beaucoup. Parce qu'elle est inexistante pendant longtemps dans un cursus scolaire. Ça, faudrait l'introduire plus tôt peut-être. Oui, je trouve que c'est un vrai problème justement ce déficit-là de l'éducation financière qui devrait exister dès le plus jeune âge en réalité. Je pense que l'éducation nationale aurait... des cours d'éducation civique, il faudrait faire des cours d'éducation à l'économie. Clairement, et au sein de la famille aussi, parce que l'éducation financière, ça permet aussi de pouvoir construire une vie qui soit beaucoup plus sereine pour la suite. Au nouveau ministre de l'éducation nationale, parce que Jean-Luc. Beaucoup de personnes, en fait, n'arrivent pas du tout à gérer leur budget. C'est assez on ne nous apprend pas, clairement pas. Non, on n'apprend pas ça aux personnes, et c'est vraiment nécessaire, en fait. Alors, en l'occurrence, la Banque de France leur apprend, si je peux me permettre, parce que la Banque de France, elle a été désignée opérateur national pour l'éducation économique et financière du public. Et d'ailleurs, il y a des partenariats avec l'éducation nationale. Il y a un partenariat avec le rectorat d'académie d'Aix-Marseille. Et par exemple, dès l'année prochaine, on va faire passer un passeport d'éducation financière à tous les élèves de 4e dans toutes les classes de 4e de France et de Navarre. Alors évidemment, nous, notre enjeu, c'est de s'adresser aux profs et de jouer un effet de levier. On va pas s'adresser à tous les élèves, mais pour nous, c'est un enjeu, c'est à la fois un enjeu économique, je dirais, mais c'est presque un enjeu citoyen. Le but de l'éducation, j'ai en face de moi Bruno, et j'ose pas le dire, c'est d'avoir un citoyen éclairé sur les décisions qu'il va prendre en matière économique et financière, et c'est là un des enjeux de notre action. Et donc on est engagé, mais vraiment de manière très significative, auprès des professeurs, auprès des éducateurs, auprès même des entreprises, parce qu'il y a un volet entreprise, et donc c'est une des missions de la Banque de France qui a été déployée récemment. Actuellement ou pour l'année prochaine ? Ah non, ça fait plusieurs années. Ça se retrouve pas, malheureusement. Je profite de ce micro pour vous le dire. Régis ? Oui, quand j'entends ce qu'il dit autour de la table, donc j'ai vraiment l'impression de boire du petit lait. Je trouve que c'est important de pouvoir avoir une éducation à l'économie et à la finance. Quand c'est choisi, maintenant, il faut aussi faire très attention à pas vouloir imposer l'apprentissage de sa propre discipline. Oui, bien sûr, on est tout à fait d'accord. Mais maintenant, il y a quand même un truc qui est toujours troublant. C'est de voir que, vous savez, il y a une question dans PISA qui est vraiment extraordinaire. C'est, on demande, si vous avez 100 € et que le taux d'intérêt auquel on paye votre compte épargne est de 10%, combien avez-vous au bout d'un an ? Question. Et les gens savent combien pas répondre. avez-vous ? Si ils répondent 110. Et on leur demande combien ils ont au bout de 2 ans. D'accord ? Donc on applique à nouveau 10%, mais non là, plus. Les gens, ils disent quoi, à 120, c'est ça ? Eh ben oui, non, à chaque fois. Et c'est ça alors que visiblement, on est bon en maths en France. Alors que lorsque on remplace ça par c'est ce qu'on appelle une suite géométrique, eh bien cette suite géométrique, beaucoup de Français savent la résoudre. Et en revanche, dès lors qu'il y a un intérêt, dès lors qu'on parle argent, on met euro derrière, eh bien là, c'est la cata. C'est troublant, ça a des origines culturelles, très certainement, et je vous laisse en discuter avec moi, si vous voulez. Il y a des effets psychologiques liés à l'argent qui sont très tabou, forts. L'argent, ça a toujours été tabou. Il y a une question de classe sociale, en fait. L'éducation financière n'est pas la même dans un milieu prolétaire et dans un milieu bourgeois, de cadre. C'est clair et net. On n'est pas tous égaux. C'est sûr. Benjamin ? Oui. Mais pour revenir sur ce qui a été dit, moi, je suis plutôt en accord avec le fait qu'on manque d'éducation financière et finalement un peu d'éducation d'adulte de demain, parce que alors pour aller à rebours de ce que disait Régis, où chacun prêche un peu pour sa paroisse, mais je vais prêcher pour ma paroisse. On voit beaucoup de clients qui, lorsque les déclarations d'impôts arrivent, sont complètement perdus, et finalement l'éducation publique et qui est accessible, peu importe le milieu, finalement jusqu'à en tout cas un certain âge, est-ce qu'elle pourrait pas, dans une certaine mesure, un peu rafraîchir ses programmes et proposer quelques heures d'éducation financière, un peu de droit en fait, et former les adultes de demain, parce qu'on se rend compte qu'on est formé à des mathématiques, à une suite logique. Alors oui, de pratiquer la capitalisation des intérêts, ça éventuellement en maths on sait le faire, mais si derrière on sait pas le mettre en application sur un contrat bancaire, est-ce qu'il y a un réel intérêt ? Donc
peut-être que je rejoins ce que disent les autres, qu'il faudrait qu'on soit plus formé sur certains points, et peut-être que voilà, il y a un intérêt à modifier certains programmes pour que on soit moins dans la théorie, même si la théorie c'est très important. Je veux dire, on a des universitaires autour de la table, moi-même j'ai fait des études, donc c'est important. Mais voilà, il manque peut-être ce petit aspect pratique des adultes de demain, parce que quand on parle de responsabilité juridique à quelqu'un, personne ne comprend. Quand on parle de société, personne ne comprend. Quand on parle de déclaration d'impôt, c'est encore plus le flou. Alors, sauf ce qui est pré-rempli, mais dès lors qu'on sort du cadre pré-rempli, c'est une catastrophe totale, et ça manque autant que l'éducation financière, je pense, à beaucoup de Français. Mais absolument d'accord avec ça. Et d'ailleurs, nous, on utilise ce qu'on appelle la gamification en français, c'est-à-dire le jeu. Et on a un jeu qui s'appelle Aventure Entrepreneur, qui permet d'initier, je veux dire, dès le plus jeune âge, les élèves au mécanisme de fonctionnement d'une entreprise. Régis ? Oui, je rebondis sur les propos de Jean-Luc. C'est vrai qu'il y a des excellents jeux de banque centrale qui sont disponibles pour nos étudiants. Moi, je fais jouer les étudiants sur des jeux de la Banque Centrale Européenne il y a un jeu de maîtrise de l'inflation, comment il s'appelle ? Economica. Exactement, qui permet de simuler les taux et de voir leur impact, c'est ça ? Et qui Donc permet ça, tout le monde peut y aller ? Tout le monde peut y aller, qui permet de très bien voir comment est-ce qu'on peut manipuler le taux directeur de la Banque Centrale et de voir l'effet sur la masse monétaire, et l'idée c'est de voir comment est-ce que la masse monétaire doit aller en même temps que les capacités de production pour qu'il y ait un équilibre offre et demande. Et donc ça c'est vraiment des initiatives qui sont très bienvenues de la part des banquiers centraux, qu'on peut tous utiliser dans notre enseignement. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, c'est, on a dit Economica. Economica, ok. Et Banque de France. Banque de France, bien sûr. On a parlé à l'instant des plus jeunes, on va dire, mais comment les futurs économistes sont, eux, formés pour aborder les défis de l'inflation et toute l'économie ? C'est une bonne question. Bruno ? C'est-à-dire, comment sont-ils formés ? Le contenu peut-être. Le contenu des cours qui leur permettent d'appréhender ces choses-là. Eh bien, les économistes apprennent une forme de grille de lecture du monde. Et ça leur donne un peu ce charme ou cette absence de charme qui leur est parfois reproché. C'est-à-dire, ils ont une grille de lecture du monde qui est parfois un petit peu caricaturale, qui est écrite, qui est abstraite. Pas comme le commun des mortels, quoi. Voilà, on a 100 mots de vocabulaire, donc ça devient plus difficile d'avoir une lecture poétique des choses. Mais néanmoins, cette grille de lecture du monde est pertinente parce qu'elle donne accès à la compréhension de phénomènes socio-économiques qui aujourd'hui sont complexes et qui systématiquement font intervenir des considérations économiques et financières. Alors là, on parle d'inflation, certes, mais il n'y a pas que de l'inflation. Jean-Luc parlait tout à l'heure de changement climatique et donc, par exemple, de finances vertes. Et je crois que comprendre la finance verte, c'est quelque chose aujourd'hui qui est extrêmement intéressant. C'est vraiment un sujet d'actualité, ça. On a dit, ça peut normalement être vecteur de création d'emplois, parce qu'on va pas tarder à dériver dans les salaires en plus. Non seulement ça pourra créer des emplois, mais ça va quand même, rappelons-le, normalement verdir l'économie, ce qui est un objectif majeur, je crois, en ce 21e siècle. Effectivement. Alors, et si on passait au sujet tabou, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, le sujet des salaires ? On se retrouve dans quelques secondes sur votre radio. Avis, partage, interaction, photos, vidéos, toujours plus proche de votre émission Faut qu'on en parle sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. Faut qu'on en parle, 3e partie. Et oui, on vient d'aborder le côté plutôt personnel du problème. Cependant, les entreprises aussi doivent faire face à ce défi qui forcément impacte la vie de chaque salarié et chaque employé. Focus donc sur les oubliés de cette crise. Faut qu'on en parle, les chiffres. Les prix qui montent, c'est déjà terrible. Mais les salaires, eux, ils suivent ou pas, Luc ? Et bien là encore, de grosses disparités sur le sujet. Certains secteurs ont eu de très grosses augmentations de salaire et d'autres très faibles. En moyenne, en 2023, les hausses de salaire ont atteint un niveau record. Elles se sont situées autour de 4,7% au-dessus de l'inflation. Certains Français ont donc perdu du pouvoir d'achat et d'autres non, au contraire, car leur branche a beaucoup plus augmenté les salaires que l'inflation. Les fortes augmentations ont été données par exemple dans des secteurs qui ont beaucoup de mal à recruter, comme le transport ou les domaines de l'informatique. Et en bas de l'échelle, on a les professeurs et les activités immobilières. Et les entreprises, dans tout ça, elles font face à quelles difficultés ?
Eh bien, les mêmes que les particuliers quasiment. De leur côté, tout augmente. Par exemple, dans un contexte inflationniste, le coût des matières premières, on l'a dit tout à l'heure, augmente. Et ça peut augmenter de 10-20%, voire plus, ce qui met une pression supplémentaire sur les marges des entreprises. Autre exemple aussi, l'inflation réduit le pouvoir d'achat des consommateurs, ça c'est évident, qui peut chuter jusqu'à 5%, entraînant une baisse de la demande de biens et de services. Et le dernier exemple, c'est les coûts de main-d'œuvre, qui peuvent augmenter eux jusqu'à 8% en raison des demandes des hausses salariales. Les salaires et les entreprises sont au cœur du thème de l'inflation. Mais avant, voici quelques-unes de vos réactions. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On a François de Toulouse qui nous dit propriétaire d'une petite entreprise et les taxes ne cessent d'augmenter. Comment suis-je censé donner des augmentations à mes employés si je suis déjà à bout de souffle financièrement ? On vient d'en parler depuis de longues minutes. L'augmentation de la vie courante met en difficulté certains foyers. On aimerait tous une augmentation de notre patron. Mais lui aussi est en difficulté dans cette période. Quels sont les secteurs les plus touchés par l'inflation en termes de salaire ? Benjamin, une idée ? Je pense qu'il y a énormément de secteurs. Enfin, c'est un peu... On parlait de boulanger, par exemple. Oui, non, mais bien sûr, parce que c'est ceux qui vont être le plus impactés par les hausses des prix des matières premières. Donc, par l'énergie, déjà, parce que faire tourner leur four... effectivement, un boulanger qui est impacté et sur l'énergie et sur la matière première, nécessairement en pourcentage, c'est logique qu'il subisse plus un impact que celui qui est dans le tertiaire et qui a des bureaux dont le loyer va prendre une voire augmentation. Même fait du télétravail à la maison maintenant. Tout à fait. Mais les loyers, voilà, ils sont encadrés, ils sont révisables une fois par an selon des indices. Donc même si l'indice prend 5-6% qui va suivre l'inflation, eh bien, le loyer va augmenter de ça. Et puis après, son autre charge, ce sera un peu ses dépenses d'énergie sur les ordinateurs et sa masse salariale. Donc lui, mathématiquement, il est moins impacté parce qu'il ne fait pas de l'achat-revente avec de l'achat plus cher et un prix à la revente. Donc forcément, il doit moins être impacté. Après, il y a d'autres choses qui vont rentrer en compte, comme disait un auditeur, il y a les taxes, mais ça, malheureusement, on n'a pas forcément trop la main mise dessus. Mais voilà, ça dépend des secteurs et ceux qui vont le plus souffrir, c'est ceux qui vont nécessairement acheter des matières premières et beaucoup consommer d'énergie. Après, je vais laisser la parole peut-être je vois que Bruno aux a économistes. Peut-être. Oh, moi, je voulais juste revenir sur les salaires, puisque c'était la question initiale. Ouais. Donc, en matière de salaire, il y a un point très important, c'est que de toute façon, les hausses de salaire vont dépendre de savoir quel est l'état de rapport entre l'offre et la demande de travail dans chaque secteur. Et on l'a dit, il y a des secteurs en particulier l'informatique, il y a eu des augmentations de 10-15% des salaires. Et oui, c'est les secteurs en tension de toute façon. On en parle beaucoup quand même depuis un bon petit moment. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est devenu extrêmement important dans tous les secteurs d'activité pour le coup. Donc sans trop de surprise. Qui va s'amplifier, on en est vraiment au début là. La demande de data scientists explose et donc mécaniquement les salaires pour les apprentis data scientists et pour ceux qui le sont depuis un moment deviennent meilleurs. Et ça c'est l'offre et la demande dans ces secteurs-là. Et par contre, vous citiez tout à l'heure l'immobilier. Oui, on se doute qu'avec le marasme que l'on observe en matière de transactions dans ce secteur, la panne de la construction aussi, les mauvaises nouvelles qui s'annoncent puisque ça va être plus difficile pour le foncier. Oui, forcément, c'est pas dans ce secteur-là que les hausses de salaire sont professeurs, effectivement. Alors là, c'est différent. Et là, c'est une logique complètement différente. Et oui. Pourtant, ils sont en bas de l'échelle aussi. Alors, ça n'a rien à voir avec... Heureusement, les professeurs ne sont pas en bas de l'échelle des salaires. Heureusement pour eux. Je parle bien de l'ensemble des enseignants. Mais alors, que c'est ceux qui font partie du bas de l'échelle par rapport à des professions comme l'informatique qui a été énormément augmentée en 2023. Et alors, je disais justement que pour les autres secteurs d'activité, c'était l'offre et la demande. Mais là, pour les enseignants, non, il n'y a qu'un seul employeur, c'est l'État. Enfin, il n'y a pas qu'un seul employeur, mais je suppose qu'on parlait des enseignants du public. Et dans ce cas-là, il n'y a qu'un seul employeur et il est le grand responsable de cette situation-là. Il est le grand responsable de cette situation-là et je rappelle que dans le même temps, il y a des pénuries de personnes qui veulent se présenter au concours d'enseignants, du secondaire notamment. Qu'il s'agisse de l'agrégation ou du CAPES. On a du mal à recruter, effectivement. On a du mal à recruter et encore plus... C'est pour ça que c'est paradoxal. On disait dans le privé, sur certains secteurs, la pénurie fait augmenter les salaires et là, c'est pas le cas. On a dit, c'est parce qu'il n'y a peut-être pas de concurrence, qu'effectivement, il n'y a qu'un seul employeur, finalement. Il n'y a qu'un seul employeur et puis il est très gêné aux entournures. Là où il y a des gros problèmes, c'est par exemple en mathématiques.
il faudrait, en toute logique économique, il faudrait augmenter le salaire des profs de maths, mais c'est pas du tout le cas dans la fonction publique, puisque tous les enseignants sont rémunérés de la même façon. Oui, c'est et pas donc, parce que le prof de maths va pas gagner plus que le prof de français. Voilà, il n'y a pas ce genre de choses. Alors que dans le privé, effectivement, non, ça serait dans la des réaction. secteurs privés, tel métier, un data scientist va pas gagner la même chose qu'un développeur web, par exemple. Voilà. Ouais, là, en l'occurrence, les deux ont vu leur salaire pas mal augmenter. Oui. Mais bon, je suis d'accord, c'est ça. Oui, Jean-Luc. Alors, plusieurs réponses sur le sujet. Tout d'abord, sur les difficultés de recrutement, effectivement, nous mènons des enquêtes auprès de plus de 1000 entreprises tous les mois, ce qui nous permet de faire d'ailleurs des prévisions de PIB. Et on leur pose des questions sur leurs difficultés d'approvisionnement, sur leurs difficultés de recrutement. Aujourd'hui, il y a une entreprise, grosso modo, une entreprise sur deux qui a des difficultés de recrutement, ce qui est un paradoxe français, puisque même si le taux de chômage est faible, enfin relativement faible, de 7,2%, il y a 600 000 jeunes qui sont demandeurs d'emploi. Donc il y a un vrai enjeu d'emploi des jeunes et d'emploi des seniors, et quand on compare les stats entre l'Allemagne et la France, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des leviers, en tout cas des progrès pour atteindre le plein emploi. Le deuxième élément sur les salaires. En ce qui concerne les salaires, on va atteindre le pic des salaires nominaux par tête au cours de l'année 2023, qui est de l'ordre de 5,1%. Alors, là Donc aussi, ça aurait été une année exceptionnelle. Alors, non. Oui et non, parce que en fait, ce qui est intéressant, ce sont les salaires réels, c'est-à-dire déflatés. Si vous avez, des augmentations de salaire de 10%, une inflation de 20%, bien sûr. Ça semble merveilleux. Oui. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est le salaire réel. Et justement, ce salaire réel, l'année prochaine, va augmenter, comme je l'expliquais tout à l'heure. Parce qu'il ça peut être un argument, ça, pour négocier avec son patron. Il va y avoir un croisement des courbes. Le seul salaire qui est indexé sur l'inflation aujourd'hui, d'ailleurs, c'est le SMIC. Tous les autres qui a été fortement augmenté. Oui. Tous les autres sont alors fortement, oui, alors, ont été augmentés pas suffisamment justement. Pour les gens, et donc, depuis la loi El Khomri, il y a une négociation branche par branche des augmentations salariales. Et pour revenir à la question qui était posée tout à l'heure, la principale branche de l'économie qui est touchée par les hausses des salaires, c'est les services. Je l'ai dit tout à l'heure, tout simplement parce que le salaire est le coût principal dans les coûts des services. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je reviens là-dessus, mais sur l'inflation sous-jacente, les services sont ceux pour lesquels, la décrue, en tout cas en matière d'inflation, sera la plus résistante, justement parce qu'il y a cet impact des salaires. Et juste pour rebondir très rapidement, et je vais enfoncer des portes ouvertes, mais effectivement le paradoxe un peu français d'une forte recherche d'emploi et en même temps de la difficulté de recruter, c'est que souvent les salaires malheureusement sont revus à la baisse, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des charges sociales qui pour beaucoup sont jugées assez importante, puisqu'elle représente environ 80% du salaire. C'est ça, aujourd'hui, payer quelqu'un 1000 euros, on va dire, c'est 1800 euros, on va dire. Oui, c'est ça, et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément quand on est salarié par rapport à l'employeur. Alors, c'est des portes ouvertes, et puis il y a beaucoup d'autres. Oui, c'est-à-dire qu'augmenter quelqu'un de 100 euros, ça va coûter 180 euros à l'entreprise, environ. Grosso modo, c'est ça. Et ça, c'est une fois qu'on a le salarié qui est dans l'entreprise. Et pour rebondir sur ce que disait Jean-Luc, aussi, à l'embauche, il y a une difficulté, c'est que le droit du travail est très protecteur en droit français, et donc il ne faut pas l'oublier que pour un employeur, dès qu'il embauche quelqu'un en CDI, après il peut éventuellement se retrouver bloqué. Alors j'enfonce des portes ouvertes et je prends parti pour personne, mais c'est quelque chose qui existe. Nous, je le vois quand on va au prud'homme, les conseillers prud'homaux sont souvent très favorables aux salariés, et donc un employeur, quand il embauche quelqu'un, il sait qu'en fait c'est un engagement à très long terme, et que donc il faut miser sur la bonne personne, sauf s'il passe par des agences d'intérim, etc., du CDD. Mais voilà, il peut y avoir ce frein. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir, en tout cas nous avec les clients, c'est qu'il peut y avoir un frein à l'embauche pour ces raisons-là, parce que le droit du travail très protecteur des salariés, finalement, a peut-être un petit effet paradoxal qui fait qu'on est protégé dès qu'on est dedans, mais c'est dur d'y rentrer. Oui. Jean-Luc, si je peux me permettre sur l'attractivité du travail, effectivement, on a parlé du salaire, mais il y a d'autres facteurs aujourd'hui qui rentrent en considération. Alors aujourd'hui, les jeunes recrues, ils demandent du sens au travail, ils demandent de l'autonomie, ils demandent du télétravail. De plus en plus. Et donc, ça fait également partie, des critères. Et les jeunes aujourd'hui sont même prêts à gagner moins d'argent, mais pour faire un travail qui leur plaît. Oui, la fameuse Gen Z. Qui a des idées vis-à-vis du monde du travail qui n'est pas celle de leurs aînés.
C'est ça. Avant, c'était pas exactement ça. Régis ? Oui, on voit sur les recrutements sur le marché du travail, et nous on le voit bien dans l'enseignement supérieur où les étudiants, ils ont besoin d'avoir des formations pour aller sur du travail qui fait du sens pour eux. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas juste d'avoir un travail pour avoir un salaire pour revenir à la maison, c'est aussi quelque chose qui fait du sens. Donc ça, c'est un premier point. Et c'est un point important parce que c'est peut-être quelque chose qui pourra en vrai faire changer le fonctionnement des entreprises et éviter peut-être les pratiques de greenwashing et aller vers plus de responsabilité sociale des entreprises. Pourquoi ? Parce que si une entreprise, dans quelque temps, elle veut recruter, elle pourra pas faire autrement pour attirer des gens qui vont travailler avec elle. Pour avoir des valeurs. Pour avoir des valeurs. Donc, il faut pas oublier que les entreprises, elles sont en compétition sur le marché des produits, mais elles sont aussi en compétition sur le marché du travail. Oui. Oui, une entreprise, elle doit séduire le candidat. Aujourd'hui, c'est Dans les vraiment deux sens. ça. Oui. Ouais, Lors de l'entretien, la dynamique de pouvoir s'est pas mal renversée ces derniers temps. Dans certains secteurs comme l'informatique, c'est complètement le cas. Voilà. Exactement. Aujourd'hui, c'est une opération séduction. Voilà, il y a plein de secteurs comme ça. Oui. Bruno. Alors moi, je voudrais juste ajouter quelque chose là-dessus, c'est que il faut quand même se rappeler que le principal ingrédient du passage d'un emploi à un autre, c'est la hausse de salaire. Donc les gens, ils cherchent du sens à leur emploi. Oui, souvent les gens veulent changer mais de boîte s'ils pour peuvent être gagner mieux plus. payés, c'est quand même vraiment plus intéressant. Donc encore une fois, la plupart du temps, quand il y a un changement d'emploi à emploi, on observe une hausse de rémunération associée. Alors c'est vrai, mais si on s'intéresse à pourquoi les gens quittent un emploi, typiquement, c'est plus qu'ils quittent un manager qu'un emploi. En tout cas pour le privé. D'accord. Et donc ça, c'est un élément important. Alors peut-être qu'après, si quitte à changer, il change pour une augmentation de salaire, mais d'abord le déclencheur, ça peut très bien Donc un bon manager peut faire garder ses employés. Tout à fait. Peut garder ses employés. Tout à fait. Donc un bon manager, c'est quelqu'un qui arrive à garder et à créer une loyauté avec ses employés et à les garder pour de bonnes raisons. Et comment est-ce qu'on peut garder un salarié ? Ben déjà, c'est sur des éléments un petit peu objectifs de salaire, mais c'est aussi sur l'ensemble des conditions du travail, sur l'ambiance au travail. C'est un tout en fait, il n'y a pas que l'argent. Oui, il y a l'histoire tout. de l'augmentation et il y a un... Oui. Et c'est encore plus vrai pour les jeunes générations, sur les conditions de travail et sur le sens de ce qu'on fait. Le sens du travail, oui. Oui, on parle beaucoup ces derniers temps des managers toxiques, justement, qui ne permettent pas de fédérer comme ça des équipes. Il y a énormément de turnover et aujourd'hui, on demande vraiment une qualité du bien-être, de l'épanouissement au travail et du respect et pas de relations. Vrai sujet, ça. Faut qu'on aborde pas de en relations détail. toxiques. Oui, on voit des travaux sur les managers pervers narcissiques, par exemple, qui se développent ça, on pourra en faire toute une émission. En management et en psychologie. Ouais, je participe à un livre d'ailleurs qui sortira au printemps sur ce sujet. Tu nous en parleras. Des managers toxiques. Bruno, des choses à ajouter sur le sujet ? Non. Parce que on l'a dit. Oui, juste, on l'a dit tout à l'heure en introduction, les salaires, eux, ont beaucoup augmenté pour certains. Bon, allez, en moyenne, 4,7% l'an dernier. Ça fait quand même des années qu'on n'avait pas vu ça, des augmentations aussi importantes. Donc, c'est lié clairement à l'inflation. Est-ce que, par exemple, aussi, dans une négociation avec son manager, on dit, par exemple, je sais pas, l'inflation était de 4,7%, on fait un entretien annuel. En gros, si tu m'augmentes pas un minimum de 4,7%, c'est que j'ai pas de changement de salaire, j'ai pas d'évolution. Donc, il faut peut-être négocier plus et inclure ça. Faut en discuter avec son manager. Alors, il y a des stratégies individuelles dont probablement Régis va parler, mais il y a aussi des régularités macroéconomiques que l'on observe sur très longue période. La croissance des salaires, comme on dit, Il faut s'intéresser aussi à l'économie de son entreprise. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'inflation des salaires, c'est le rythme auquel croissent les salaires sur très longue période. Eh bien, c'est l'inflation plus ce que la croissance réelle de l'économie, c'est-à-dire ce que réellement on arrive à fabriquer en plus. Et donc, plus si on apporte une valeur encore plus importante à l'entreprise. Et en général, c'est relié, ces deux choses-là. Maintenant, au niveau individuel, il y a des stratégies à développer. L'inflation, c'est un ticket d'entrée, finalement. L'inflation, c'est un ticket d'entrée pour les salaires. C'est un minimum. La valeur créée en prix. C'est ça qui est important. Oui, il y a un lien très fort entre le salaire réel et la productivité du travail. Je pense que c'est ça dont on parle. Et ensuite, il y a un moment, si on négocie avec son manager, disons que c'est important d'avoir des éléments d'objectivation du débat. Donc,
on peut venir en disant, ben voilà, l'inflation est de tant de %, donc voilà, moi où j'en suis, ce que je gagne, ce que je perds, et c'est un élément symbolique pour objectiver les choses. Voilà, plutôt que de dire, bah ce serait bien. On essaye d'expliquer. On a Huguette qui nous dit, on parle des salaires, mais les retraites et les pensions, est-ce qu'elles aussi, ils ont été infectés par l'inflation ? Alors, d'un point de vue prospectif, sur le projet de loi de finances qui est sorti donc là il y a quelques jours, les pensions de retraite, en tout cas c'est le projet comme j'expliquais tout à l'heure, ont été augmentées de 5,2%, donc pour coller à l'inflation. Donc voilà, la volonté du gouvernement, et je suis pas devin, mais je vois mal quel parti politique pourrait proposer un abonnement qui irait en deçà de l'inflation. Donc il me semble que... C'est un ticket d'entrée, il faut que ce soit au minimum ça. Oui, mais, le projet aurait pu fixer arbitrairement 4%, 5%. Là, ils ont essayé de coller à l'inflation. Alors, après, c'est plus des notions économiques, mais l'inflation de 5,2, c'est sur un panier commun et ça veut pas forcément, c'est ce qu'on expliquait en début d'émission, dire l'inflation précisément. Mais voilà, c'est la volonté du gouvernement que pour 2024, il y ait une augmentation qui colle à l'inflation. Et comme je vous dis, ça semblerait compliqué que quelqu'un se batte, en tout cas politiquement, pour dire je veux que ce soit en dessous. Effectivement, c'est pas mal ça. Vous avez des choses à ajouter sur la partie salaire ? Non. Oui, j'ai juste un petit point d'actualité, juste pour ceux que ça intéresse. Il est sorti une norme qui parle de partage de la valeur dans les entreprises qui sont éligibles et qui sera applicable à compter du 1er janvier 2024. Donc ça vaut le coup d'aller jeter un petit coup d'œil sur Internet. Eh bien, c'est totalement parfait. On se retrouve dans quelques instants et on va basculer justement sur les entreprises. Retrouvez tous les replays de nos émissions sur notre site internet fautquonenparle.fr ainsi que sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Faut qu'on en parle. On n'en parle pas ou très peu. Ce sont en quelque sorte les oubliés de cette crise. Comment une entreprise gère-t-elle en période d'inflation pour faire face à toutes les augmentations ? Est-ce que ça a un impact aussi sur les créations d'entreprises, Benjamin ? Alors, pas forcément, parce que nous, on voit au sein de notre activité qu'on a quand même pas mal de clientèle qui continuent d'entreprendre, que ce soit pour créer leur première entreprise après plusieurs années dans le salariat, ou qui ont déjà des entreprises et qui veulent monter d'autres business qui sont soit accessoires, soit complètement différents du business qu'ils avaient. Donc non, je pense ça rejoint ce que disait Jean-Luc, dont il a dit qu'il allait nous marteler pendant l'épisode et le podcast, que l'inflation, on allait en voir la fin du tunnel. En ce qui nous concerne, bien sûr qu'on a des clients qui ont des difficultés de paiement, que ce soit à titre perso, dans leurs baux commerciaux, mais on a aussi des clients qui continuent d'entreprendre, qui continuent d'avoir une croissance, et l'économie ne s'est pas arrêtée, que ce soit d'un point de vue perso, mais là en l'occurrence d'un point de vue pro, les activités continuent dans tous les domaines d'activité réellement. Il y a des créations, il y a des modifications de société. Pas plus, pas moins qu'avant ? C'est compliqué à évaluer, en tout cas nous à l'échelle d'un cabinet, si vous voulez, j'ai pas une vision globale sur le territoire, mais nous à notre échelle, pas moins, ça c'est sûr, pas moins, et toujours plein d'optimisme sur les clients qui viennent nous voir parce qu'ils souhaitent entreprendre. Il n'y a pas j'ai peur, donc je veux... c'est pas l'apocalypse, non, faut pas du tout, on n'a pas du tout un discours j'ai peur, je veux vendre ma boîte parce que là je le sens pas, ça va plus, je n'arrive plus à gérer. Ça c'est quelque chose que vraiment on n'entend pas. On entend des clients qui viennent nous voir en nous disant voilà, moi je veux monter un autre business, celui-là il marche bien, je veux ouvrir une autre boîte, je veux monter une franchise. Donc si vous voulez... toujours dans l'envie d'avancer de manière positive. On a des clients qui veulent monter des franchises là, donc qui disent je veux m'étendre sur une région, voire sur le territoire national. C'est un discours qui est encourageant, qui est contre une période où on pourrait penser que c'est la crise, je l'entends, mais pour autant la vie économique ne s'arrête pas et les entrepreneurs ne s'arrêtent pas d'entreprendre et de continuer de créer. C'est très bien. Bruno ? Moi, ce que je voulais ajouter, c'est qu'il y a les créations d'entreprises, mais il y a aussi les défaillances d'entreprises de l'autre côté. Et les défaillances d'entreprises, je ne sais pas si vous connaissez ce qui s'est un petit peu passé, c'est que pendant la période de Covid, eh bien, il y a eu une chute des défaillances d'entreprises en raison du quoi qu'il en coûte qui a été menée, et donc on a observé une réduction très forte. Beaucoup d'entreprises étaient en perfusion, on va dire. Des tas d'entreprises qui auraient pu disparaître, en fait, eh bien, ont continué à maintenir leur activité. Et là, ce qu'on observe depuis un certain temps, c'est qu'on a une remontée du taux de défaillance des entreprises, remontée qui se rapproche, en fait, des niveaux qui prévalaient avant la pandémie. D'accord, donc c'est pas spécialement lié à l'inflation. Oui, Benjamin ? C'est même
plus qu'une remontée, il y a vraiment effectivement, c'est la contrebalance des gens qui entreprennent. C'est la fin de ce quoi qu'il en coûte, ces aides qui ont été pour tenir les entreprises tout à fait, en perfusion. Les mandataires judiciaires qui sont eux en charge de gérer, d'administrer ou de liquider les sociétés qui ont des trop grandes difficultés ont eu eux une forte crise dans leur secteur pendant le Covid, comme ça a été dit par Bruno, parce que il y a eu en fait une espèce de bulle sur ces sociétés qui étaient surprotégées par le quoi qu'il en coûte. Les échéances des loyers étaient suspendues ou étaient payés par l'État, les salaires. Faut payer. Et en fait, c'est que à la fin, quand il les a prêts garantis, les prêts garantis qu'il faut rembourser. Mais comme le nom l'indique, c'est un prêt garanti, c'est-à-dire que vous pouvez emprunter. Et si vous pouvez pas payer, l'État vous aidera à rembourser dans un certain montant. Donc, à un moment donné, on est censé le rembourser. Donc, quand l'activité repart, là, et si elle repart pas assez fort, et c'est arrivé Ouais. dans certains secteurs. Et donc, en fait, il y a vraiment eu, comme le disait Bruno, voilà, on revient au niveau d'avant. C'est-à-dire que, mettons qu'il y ait 100 sociétés qui soient en liquidation tous les ans, ben, pendant le Covid, il y en a eu 0. L'année d'après, il y en a eu 150, 150. Et donc, finalement, on relisse. En fait, ça se lisse. Voilà, tout à fait. C'est quelque chose qui est mathématique qui est arrivé. Ça n'empêche pas qu'il y a toujours de l'entreprise de l'autre côté. Voilà, il y a une balance, en fait, comme dans tout. Oui. Les économistes ont inventé un mot là pour désigner ces entreprises qui ont été suraidées en quelque sorte et qui ont traversé une période où elles auraient peut-être dû disparaître. On les appelle les firmes zombies. Zombies parce qu'en fait leur productivité est extrêmement faible. Et aujourd'hui, elles ont été maintenues mortes vivantes en quelque sorte. Alors, c'est dur comme langage. Les réalités individuelles de ce que je viens de dire sont affreuses pour les personnes. Mais néanmoins, voilà, le terme c'est firme zombie avec un risque pour l'ensemble de l'économie française. C'est-à-dire que si on a trop de firmes zombies, on n'a pas assez de productivité. Et dans un pays où on a fondamentalement une grande dépendance vis-à-vis des cotisations sociales, notamment, eh bien, c'est pas génial d'avoir des entreprises qui ne produisent pas assez et des emplois qui sont en quelque sorte loqués dans ces entreprises. Donc, Régis. Oui. Ah oui, Régis. Oui, on parlait d'entrepreneuriat. Donc, en ce moment, il y a une nouvelle vague possible d'entrepreneuriat. Donc, je ne sais pas si en France, on va réussir à la prendre. C'est celle qui est liée à l'intelligence artificielle, où il y a beaucoup d'opportunités. C'est un virage, c'est ce qui se dit dans le monde de l'informatique. Il ne faut pas le louper. Il va accélérer le monde, visiblement. Les gens vont plus vite dans plein de métiers. Alors, c'est un virage qui est en train de transformer beaucoup de métiers. Ça peut transformer le métier d'étudiant, le métier de chercheur. Ouais. Ça peut transformer... Difficile de mesurer l'impact aujourd'hui. Beaucoup en ont peur et d'autres disent que ça accélère simplement le monde. Il va y avoir une transformation complète. En tout cas, ça fait beaucoup d'opportunités. Donc, au-delà des aspects qui sont liés à l'inflation, au-delà de ça, donc ça c'est quelque chose qui peut tout changer avec le développement aussi des big data. On est dans un monde où il y a, avec l'internet des objets, où il y a de plus en plus de données qui sont accessibles, disponibles, de plus en plus de manières de les traiter, de techniques pour les traiter. Et donc dans cet avènement un petit peu du web 3.0, il y a beaucoup d'opportunités à saisir pour des gens qui sont qualifiés. Donc là, il y a plein de boîtes à monter finalement. Il y a plein de boîtes à monter et je pense que les plus belles réussites, à mon avis, on n'en a pas idée encore. Et de la même manière... Dommage, ça aurait été sympa de donner des petits tuyaux aux auditeurs. Et pour une fois, c'est une innovation qui n'est pas dommageable pour les personnes les moins qualifiées, parce que c'est pas ça qui va remplacer les serveurs, c'est pas ça qui va remplacer les cuisiniers. Et aujourd'hui, quand on voit... quoique, il y a des pays où ils mettent des robots maintenant pour servir. Dans les restaurants. Alors là, on dérive du sujet, mais c'est peut-être remplacer les serveurs. C'est pas directement ChatGPT qui peut-être va remplacer un analyste, un trader ou quelque chose comme ça. Vous voyez, ou le diagnostic d'un médecin. Il se trouve que c'est une question qui est reliée à notre sujet du jour, l'inflation. Puisqu'en fait, ces innovations, l'intelligence artificielle en général, mais ChatGPT en particulier, c'est-à-dire une intelligence artificielle générative, ce sont des technologies qui vont permettre, normalement, d'augmenter très fortement la productivité de certains salariés et du même coup, d'abaisser les coûts des entreprises qui bénéficient et qui utilisent de façon importante ces technologies. Et on l'espère, ultimement, ça se répercutera dans des prix à la consommation qui sont nettement plus bas. Donc il y a des promesses aussi sur ces technologies. Quand je disais que ça accélère le monde, parce qu'on avait beaucoup d'éditeurs qui nous ont parlé de ça, effectivement de ChatGPT et autres, où les gens faisaient une tâche,
5 tâches par exemple dans la journée, grâce à ces intelligences artificielles, ils vont en faire 25, donc ça va augmenter la productivité et ça va tirer encore les choses vers l'inflation vers le haut. Alors vous savez quoi, 25 tâches, non. Peut-être qu'en fait, avant ils pouvaient faire 5 tâches. Maintenant, à travail constant, ils pourraient en faire 25. Mais vous savez quoi, la promesse, elle est géniale. C'est qu'en fait, ils vont en faire 10. Et du coup, ils vont économiser les 15 en temps, et puis ils feront autre chose, et ils pourront se consacrer à donner du sens à leur vie, à faire des tas de choses vachement plus intéressantes. Est-ce que du coup, ça va tirer l'inflation, tirer les salaires, non ? Ou au contraire, on va avoir encore plus la pression et encore plus de charge finalement mentale pour travailler ? Ça dépendra de chacun. Parce que le monde a complètement changé. Par exemple, aujourd'hui, on peut plus se passer il faut répondre tout de suite à un mail, quelque chose comme ça. Il y a 20-30 ans, à l'époque de nos parents, c'était pas le cas. Demain, on a l'impression que le monde va être encore pire. Donc, est-ce que ça va pas tirer l'économie vers le haut, très fort, les salaires, non ? Ou c'est pas pire, c'est juste une transformation du monde du travail. Il va y avoir plein de métiers qui vont disparaître. D'ailleurs, et des nouveaux vont apparaître. Les avocats, c'est un peu dans la ligne de mire, par exemple. Régis ? À ce point-là ? Oui, alors, si on a on peut se poser une première question, c'est de savoir est-ce que c'est bien ou pas bien ChatGPT et ce avec l'économie, en fait. Mais je suis pas sûr que ce soit la question, parce que de toute façon, c'est là. On peut pas faire autrement. Donc la question, c'est plutôt comment utiliser ça. Et quand on est dans le monde du travail, l'idée, c'est plutôt de faire la course avec la machine, avec l'outil, et non pas contre la machine. Donc, faut pas louper le virage. Et il faut essayer de voir comment est-ce que l'outil, que ce soit ChatGPT ou autre, peut nous rendre, nous, plus performants. C'est en étant nous-mêmes plus performants qu'on peut avoir des meilleurs salaires et plus d'employabilité. Donc ça pourrait tirer peut-être les salaires vers le haut si on a plus, si on produit plus finalement. Et le danger, c'est de ne pas se faire remplacer. Alors comment est-ce qu'on se fait remplacer ? Parce que si à un moment donné, on fait un projet en 10 minutes et que ChatGPT nous le fait en 5 secondes, ça veut dire que notre travail il est vraiment en danger. Oui, mais ça veut dire qu'on va pas faire plus de projets, donc créer plus de ça, valeur et justifier d'un meilleur salaire. Ça dépend des cas. Imaginez que vous soyez traducteur. Oui. Ok. Donc il y a et relecteur. Je prends un cas pour les chercheurs quand on écrit des articles, des fois on a besoin d'aide pour une rédaction en anglais. Bon, ce type de métier-là, ça peut être vraiment remis en cause par des outils d'intelligence artificielle. D'accord ? S'ils font pas mieux et par définition ils vont pas faire plus vite. Vous voyez, ils peuvent. Oui, mais ils pourraient faire plus. Ils peuvent vraiment disparaître. Alors s'ils peuvent faire avec plus, c'est avec parfait. L'intelligence artificielle, ils pourraient faire plus et donc par exemple vendre plus de production. Alors ils font plus et mieux. À ce moment-là, c'est parfait pour eux. En utilisant l'outil type ChatGPT, par exemple. Donc l'idée, c'est d'essayer d'être plus performant pour pas se faire remplacer. Ouais, c'est ça. C'est d'être en fait en complément avec l'outil et non pas en substitution de l'outil. Moi, je rejoins ce que dit Régis, tout à fait. Il faut être avec l'outil, mais et éviter l'écueil de se faire remplacer. Et pour répondre à Elodie, mais donc du coup, oui, ça tire vers la course à la performance. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, effectivement, produire plus, non ? Pas seulement. Pour gagner plus. On va pouvoir aussi. C'est quand même la promesse. Les gains de productivité qui entraînent des hausses de salaire, ça a toujours donné sur le long terme une réduction du temps de travail. Donc c'est aussi la possibilité pour les gens. On pourrait gagner plus en travaillant moins, en fait. On peut gagner plus et travailler moins, c'est merveilleux. À long terme, c'est ce qui se passe. Il ne faut pas croire que les gens vont travailler beaucoup plus en utilisant comme des fous ChatGPT. Pour produire plus, parce qu'après c'est une course sans fin. Ça s'arrête plus jusqu'à la mort. Ça me fait penser à une anecdote qu'il y avait dans une revue juridique un peu quand l'IA a commencé à sortir. Et en fait, l'édito qui était la première page de cette revue juridique, qui devait être écrite par un de mes confrères ou un professeur, je sais pas, il l'a en fait mis dans ChatGPT. Écris-moi l'édito pour une revue qui va présenter l'intelligence artificielle. Et donc en fait, le texte faisait quelque chose de très classique et puis terminait en disant sur une note un peu humoristique. Et ça rejoint du coup ce que dit Bruno. Ça permettra de libérer du temps pour que si l'auteur de cet édito voulait se prendre des vacances, il pourrait gagner les 2 heures ou 3 heures de temps de rédaction de cet édito. Donc même l'intelligence artificielle sur une note humoristique, elle rejoignait cette idée. Et juste pour répondre à Elodie, parce que j'en ai pas eu l'occasion, mais les avocats, mais comme d'autres professions, effectivement, doivent apprendre à travailler avec l'intelligence artificielle. Mais il y a beaucoup de choses dans nos professions respectives, que ce soit l'économie, la psychologie, en fait, toutes les personnes là qui sont autour de la table, ou les avocats, où il faudra qu'on apprenne à travailler
travailler avec et pour pas se faire remplacer, parce que on peut très bien mettre des symptômes et en sortir un syndrome psychologique. Et juste pour terminer, mais c'est important, tous les droits qu'on peut avoir ou la jurisprudence qui effectue un revirement, ça vient parce qu'il y a des voix qui les portent. Lorsqu'on acquiert des droits sociaux, c'est parce qu'il y a des voix qui soient dans la rue, dans les juridictions ou dans les hémicycles ou peu importe, qui les portent. Et finalement, si on s'en remet à tout sur l'intelligence artificielle, est-ce qu'il va pas y avoir un risque au moins minime de stagnation ou de stagnation? Un vrai débat, ça. On va organiser. Mais c'est pas le sujet de l'inflation, bien évidemment. Non, mais justement, pour revenir un peu à l'inflation, on a une question de Bastien qui nous demande quels sont les mécanismes fiscaux qui pourraient aider à atténuer les effets de l'inflation sur une entreprise. Sans demander à ChatGPT. Alors, tout d'abord, sur une entreprise, ce serait un allègement des charges, mais ça, c'est pas forcément envisageable parce que l'État a toujours besoin quand même de rentrer ses cotisations, et en tout cas, c'est pas dans le projet de loi de finances qui est le sujet vraiment d'actualité. Ce qui a été prévu, c'est de baisser la CVAE, donc une contribution des entreprises à horizon 2027. Donc ça, c'est des opportunités fiscales qui apparaissent pendant l'inflation. Ou pas forcément. Qui apparaissent finalement selon les partis politiques, selon la récupération. Et puis ça peut faire générer plus de marge aux entreprises qui pourraient peut-être redistribuer aux salariés. Tout à fait. Après, ce qu'il faut bien savoir, c'est que est-ce que c'est pas un vœu pieux l'État dans sa grandeur lorsqu'il donne, mathématiquement, il y a de fortes chances qu'il reprenne d'un autre côté, puisque le PIB, les recettes de l'État augmentent constamment tous les ans. Donc ce qui est donné quelque part est repris de l'autre part. Mais il y a eu des mesures, c'est en 30 secondes, juste pour faire un petit point d'actualité sur le projet de loi de finances, notamment sur les ménages à titre personnel, parce que sur les entreprises, il y a eu des choses, mais au contraire, il y a eu une imposition des grosses entreprises avec un taux minimal pour donner un sentiment de justice aux personnes les plus modestes. Il y a eu une indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation qui permet que lorsqu'on gagne plus, mais on est imposé... Très rapidement, l'impôt sur le revenu, ça marche par barème. C'est un escalier. C'est-à-dire que de 0 à 10 000 euros, vous payez 0% d'impôt. Et de 10 000 euros à 27 000 euros, je caricature les chiffres, vous payez 11% d'impôt. Et bien là, on a dit que la première tranche de 0%, elle était plus de 0 à 10 000, elle était de 0 à 10 500. On a augmenté de 5% la tranche pour que si on ait une augmentation de salaire qui soit corrélée avec l'inflation, on n'ait pas une imposition supplémentaire. On n'ait pas plus d'impôts à payer. Tout à fait. Donc ça, c'est une mesure qui est dans le projet de loi de finances. C'est une indexation. Donc ça, c'est une bonne idée. Bien sûr, ça, c'est une bonne idée. Si tant est qu'on ait une augmentation de salaire qui colle avec cette augmentation. Oui. Si on est dans le secteur de l'informatique et qu'on a une augmentation de salaire de 15%, proportionnellement, on paiera un petit peu plus d'impôts. Mais ce qui paraît cohérent dans ce cas-là. Ce qui paraît cohérent parce que le salaire augmente plus vite que l'inflation. Tout à fait. Tout à l'heure, tu parlais de TVA et de TVA flottante. Tu veux nous parler de la TVA flottante ? On en parlait un petit peu avant l'émission. L'idée de la TVA flottante, ça pourrait être une bonne idée ou pas ? J'ai parlé de TVA flottante tout à l'heure ? Non, on en a parlé pour préparer l'émission. La TVA flottante. C'est-à-dire, je m'en souviens pas. Ah bon. On en parlera tout à l'heure dans la suite. On va conclure cette émission du coup. Non, c'est pas tout de suite, mais. Si, est-ce qu'il y a des prévisions d'inflation, de croissance jusqu'en 2025 ? La situation va-t-elle s'améliorer pour les ménages, pour les entreprises, ou il va tout simplement falloir s'adapter ? Ça va être bientôt la conclusion, les 10 dernières minutes, où justement on va demander un petit peu des infos à Jean-Luc sur le sujet. À quand un petit peu ce bout du tunnel, les prévisions de l'inflation, Jean-Luc ? On voit déjà la lumière, puisque je l'ai dit. Le pic d'inflation a été dépassé, l'inflation sous-jacente, probablement le pic est dépassé. Et nos prévisions d'inflation, c'est qu'en 2024, on atteindrait 2,6% d'inflation et on serait autour de 2%, on va dire un 8%, alors ça sera peut-être un 9, 2, peu importe. En tout cas, on se rapproche de la cible. En 2025. Et je redis, mais on n'a pas parlé d'anticipation d'inflation, mais je crois que je vais y participer en martelant ce discours. C'est que ce n'est pas une prévision, c'est un engagement qu'a pris le gouverneur de la Banque de France et Christine Lagarde à la tête de la BCE, de ramener l'inflation à 2% à l'horizon de 2025. En ce qui concerne la croissance, puisque vous me posez la question, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la croissance 2023, on a eu une bonne surprise, on a révisé à la hausse nos prévisions de croissance pour 2023 à 0,9%. C'est une bonne nouvelle, ça, du coup ?
C'est plutôt une bonne nouvelle parce que, comme je le disais précédemment, si vous m'aviez posé cette question à la fin de l'année dernière, on aurait été beaucoup plus modeste dans nos prévisions d'inflation. Il se trouve qu'au deuxième semestre, on a eu de bonnes surprises en matière d'exportation. On a exporté des navires en provenance de Saint-Nazaire et donc les exportations, par exemple, c'est un exemple, ont participé assez largement à ces bons chiffres du deuxième semestre. Et donc 0,9% en 2023, 0,9% en 2024, et on s'attend à une croissance de 1,3% en 2025 pour répondre très précisément à vos questions. Donc du coup, on va peut-être revenir dans quelque chose d'un petit peu plus normal. Et un des intérêts de la chose aussi, c'est que ce sont des prédictions qui sont effectuées par la Banque de France en l'occurrence, mais elles sont rejointes par les anticipations de beaucoup d'acteurs qui, pour le coup, estiment que dans les 2 années à venir, il va y avoir une baisse de l'inflation. Ah, donc c'est on quelque peut chose l'anticiper, ça. C'est On en a quelque parlé tout à l'heure. Exactement. Cette baisse-là, on peut l'anticiper. Et sur quels critères ? Qu'est-ce qui permet de l'anticiper ? Alors, je ne vais pas me substituer à la beauté et au génie de ceux qui agissent sur les marchés financiers, mais on peut voir dans les comportements des acteurs sur les marchés financiers qu'ils sont convaincus qu'il va y avoir une baisse de l'inflation. Comment est-ce qu'on voit ça ? En fait, c'est ce qu'on appelle la courbe des taux. Je ne sais pas si vous connaissez la courbe des taux. La courbe des taux, c'est que lorsqu'on emprunte sur un horizon court, on paye pas cher. Quand on emprunte sur un horizon long, on paye beaucoup plus cher parce qu'il y a un risque qu'on fasse défaut sur le remboursement de l'emprunt. Donc en général, plus l'horizon est long et plus le taux est élevé. C'est pour ça que les prêts immobiliers, 10 ans, c'est moins cher qu'un prêt sur 25 ans. Exactement. Sauf que là, quand on regarde les emprunts d'État, eh bien, on se rend compte que les taux sur les obligations, sur les emprunts à très court, eh bien, sont plus élevés, nettement plus élevés que les taux sur les obligations beaucoup plus longues. Comment est-ce possible ? Eh bien, parce que les acteurs sur les marchés financiers anticipent que les taux de demain vont baisser. Et donc, du même coup, sur un horizon plus long, ils ne sont pas prêts du tout à payer un taux élevé. Et donc, ça, c'est la preuve que les acteurs des marchés financiers croient les prédictions de la Banque de France. Alors, il les croit parce que, ils ont une foi absolue en la Banque de France et qu'il y a des résultats tangibles. C'est-à-dire que l'IPCH au premier trimestre de l'année de 7%, elle sera de 4,5% au dernier trimestre de l'année. Et ça, c'est extrêmement important, les anticipations d'inflation. Pourquoi ? Parce que si vous anticipez que l'inflation va continuer à augmenter, vous allez être tenté à faire des achats plutôt aujourd'hui que demain parce que ça va vous coûter plus cher. Et donc, vous allez auto-alimenter l'inflation. Donc, ce qu'on appelle les ancrages d'anticipation d'inflation, ils sont bien réels. Et une fois de plus, je le dis la dernière fois, c'est parce que c'est un engagement de ramener l'inflation vers la cible. Et pour finir, on va revenir sur la question de base de l'émission. Sommes-nous au bout du tunnel ? Qu'en pensez-vous en tant que spécialiste ? On va faire un tour de table. On va commencer par Benjamin. Alors, moi, je ne suis pas économiste, comme je le disais. J'ai tendance à croire les économistes qui disent qu'on va redescendre à un taux d'ici 2025. Ce qu'on peut voir, là on se dit le bout du tunnel, c'est à peu près vers 2025, c'est ce qu'on est en train de se dire ce soir. Mais malheureusement, il n'y a pas de magie quand on a des fortes hausses. Ce serait encore plus désagréable d'avoir un effet yo-yo où un mois le prix est haut, le mois d'après le prix est faible. On l'a vu avec les carburants qui sont montés à 2 €, gelés, qui sont descendus à 1,50, etc. Et c'était pas forcément mieux parce qu'il y avait des queues interminables, il y avait des pénuries. Donc finalement, s'il y a un effet yo-yo, est-ce que ce serait une bonne idée ? Je suis pas sûr. Donc on est monté fort, on va redescendre sur une pente douce, longue, mais on va arriver au bout du tunnel. Il faut rester confiant. Régis. Bruno ? Allez, honneur aux femmes, c'est toi qui décides. Bruno. Bon alors, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Benjamin. Et puis avec les magnifiques prédictions de la Banque de France exposées par Jean-Luc. Et donc du coup, oui, on voit le bout du tunnel en matière d'inflation. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est aussi que la croissance des salaires sera plus forte que l'inflation. Et donc là, en ce sens, on voit vraiment le bout du tunnel, oui. Régis ? Oui, je pense qu'il y a une raison d'anticiper une baisse de l'inflation à terme. C'est que si on regarde les taux directeurs de la Banque Centrale Européenne et de la Fed, on voit qu'entre 2020 et 2022, ils étaient nuls. Et puis maintenant, ils sont montés à 4,5% et 5%. D'accord ? Donc, ça veut dire que le prix de l'argent augmente et les gens vont moins emprunter et il y a moins de crédits qui sont donnés, ce qui restreint un petit peu la demande. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite... Oui. Il ne reste pas beaucoup de temps, c'est pour ça. Ah, c'est le temps, pardon. Oui. Et ensuite, il ne faudrait pas qu'il y ait des nouveaux chocs sur le système, type pandémie ou guerre en Ukraine. Et ça c'est difficilement prévisible. Jean-Luc ?
Je réponds 3 fois oui. Oui. Je l'ai déjà dit. On voit déjà la lumière et le bout du tunnel arrive. Allez, D'abord en en 2024, 2025. progressivement. Non, mais c'est 2025. Il va arriver. C'est pas un tunnel. C'est pas on sort du tunnel d'un coup. C'est le tunnel dès 2024, fracture. Dès 2024, l'inflation, on fait nos prévisions, c'est qu'on ramène l'inflation de l'IPCH à 2,6%. Donc on Oui. n'est plus du C'est comme si c'était un tunnel et Voilà. les murs commencent à se briser et hop, à un moment donné, on va la en lumière sortir. commence. Et le site, on ressent Exactement. sur le. Un message d'espoir aux Voilà. auditeurs. Avant Alors, qu'on fasse je un ne petit tour suis de pas table. économiste, mais ce que je peux dire, c'est on développe nos stratégies de coping, les fameuses stratégies d'adaptation pour faire face à cette période qui est un petit peu difficile. Ouais, vraiment difficile pour tous, effectivement. Eh bien, ça va être le moment, tranquillement, de dire au revoir. On se refait un petit tour de table, effectivement, avec nos invités. Et on va leur demander un mot qui aura marqué cette émission, le mot à ressortir. Donc on va demander à Bruno Decreuse, qui est doyen de la faculté d'économie et de gestion d'Aix-Marseille. Merci et le mot. Un mot. Anticipation. Anticipation, ok. Nous recevions aussi Jean-Luc Moya, qui est donc, qui est toujours d'ailleurs, directeur départemental du Var de la Banque de France. Merci Jean-Luc. Et un mot. J'allais dire anticipation, je vais dire résilience. D'accord, il va falloir un mot différent pour chacun. Benjamin Guillon, avocat contentieux et fiscaliste à Marseille. La TVA flottante, qui est la taxe flottante. Ça m'est revenu. Voilà, c'est ça. C'est le direct, hein, c'est pour ça. Qui m'a marqué, du coup. Régis. On avait donc Régis Chenevaz, qui est professeur associé à Kedge Business School. Effet psychologique. D'accord. Et Elodie, la psy 3.0, psychologue. Adaptation. Ah, on l'avait déjà celui-là. Un autre. J'ai pas. Résilience, ça a Espoir. été dit. Espoir, oui. Eh bien, D'accord, cette année, on a une petite surprise pour nos éditeurs. Alors oui, bien évidemment, comme d'habitude, vous nous retrouvez sur le www.fautquonenparle.fr. Le live vidéo, c'est sur la page Facebook. Ça ne change pas. Tous nos Les- podcasts sont en ligne. Les bien actualités, toujours sur le mur de l'info. évidemment. Oui, tout à fait. Et donc, on avait reçu nos experts qu'on va retrouver quelques minutes après, puisque... Et oui, ça, c'est la nouveauté. Eh oui. Faut qu'on en parle la suite. C'est dans quelques minutes, donc restez bien à l'antenne. C'est ça. On À se tout de retrouve suite. très vite.